Salut vous monde du tentacule, alors aujourd'hui on accueille Michael, que c'est son Bonjour à pseudo, tous. c'est même pas son vrai prénom, le papa de Kawaii. Et puis voilà, puis je vais fermer ma bouche, puis on va lui poser la première question traditionnelle. Toi, le jeu de rôle, la rencontre, voilà, éclair d'amour, comment ça s'est passé? Je dirais que comme pas mal de monde qui regarde ta chaîne, sans doute comme toi aussi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon frère, plus âgé que moi, avait des bouquins de Donjons et Dragons, des bouquins de Star Wars D6. D'ailleurs, très bon jeu pour démarrer Star Wars D6 hein, pour l'époque. Il y avait plein de bons conseils dedans. Et puis, on m'avait complètement interdit d'y toucher, donc je les prenais à chaque fois que j'en avais l'occasion, mais discrètement. Et c'est ça qui m'a donné le goût du jeu de rôle, l'envie d'écrire aussi. En fait, très rapidement, j'ai écrit mes jeux de rôle, même si pendant longtemps, je les destinais pas à la publication. Mais encore une fois, comme pas mal de monde, je pense que j'ai 50 projets de jeux de rôle sur le disque dur qui sont loin d'être finalisés. Et Kawaii, c'est le premier qui est terminé. Et ça m'a pas quitté depuis. Donc Vraiment, du le coup, jeu de rôle, ouais, régulièrement, je joue encore toutes les semaines. ok. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied hein, pour la fameuse question faire le pas, passer à la création. En fait, tu l'as fait tout de suite. Des piots, t'as produit. Oui, mais bon, j'avais pas les réflexions sur le game design que j'ai maintenant. Il n'y avait pas aussi l'accès à la connaissance qu'on a maintenant avec Internet, avec tous les conseils qu'on peut facilement avoir de très bons concepteurs de jeux, en fait, et les beaux ouvrages aussi qu'on a qui peuvent vraiment, je pense, aider à démarrer les débutants dans le domaine ou même les confirmer, les aider à se lancer. Tout ça, ça n'existait pas. Donc, du coup, le rendu n'était pas forcément à la hauteur. Et un de ces jours, je regarderai, j'ai toujours les écrits de ce que j'écrivais il y a 20 ans et je pense que j'aurais un petit peu peur, quoi. Donc, c'est pas utilisable en l'état, quoi. Bah donc du coup, on va arriver direct dans un thème où je sais que t'es chaud, c'est tout le côté game design que tu as vachement bossé sur Kawaii. Et du coup, bah, avant qu'on soit spécifiquement dans les game design de Kawaii, pour toi, à quoi ça sert les règles? C'est quoi l'essence des règles dans un jeu de rôle? Pourquoi s'embêter avec des règles dans un jeu de rôle? Ça roule. Bah, c'est une manière de se mettre d'accord, en fait, pour moi. C'est vraiment la manière que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ça permet aux joueurs souvent d'estimer ses chances de réussite d'une action avant qu'ils l'entreprennent, de connaître les possibilités offertes par son personnage et le contexte. Et alors, même si je comprends que les jeux narratifs aient du succès, sûrement il y a d'excellents jeux narratifs, mais moi, c'est pas forcément ce que je recherche, c'est pas non plus ce que mes joueurs recherchent. Je cherche plutôt des règles qui nous permettent voilà, de nous mettre d'accord et d'avancer ensemble tout ça dans l'histoire, dans le scénario, en, euh, en étant tous en phase. Ouais, si, allez, on commence déjà. Euh, Putain, comment formuler ça? Merde. Question imprévue, du coup, c'est un globi-boulga dans ma Ah, tronche. ça sent le piège, ça. Non, 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 c'est pas le piège, c'est moi comment le formuler pour que ce soit compréhensible et pas une merde à la phrase tordue. Le, enfin, il y a le côté, hop, on utilise des règles pour légitimer les rapports interjoueurs, pour légitimer Oui, les rapports joueurs-MJ, pour estimer ses légitimer chances de réussite, ouais. ouais, Mhm. l'animation du monde. Et du coup, Mhm. dans ce que tu disais, il y avait presque... Putain, merde, ça m'échappe. Ah non, mais je dis de la merde, hein. Je sais même pas, j'arriverai pas à le formuler. Mais toi, quand En tu tout dis cas, on peut aussi tous dire que le ensemble vers système. une même direction, toi, Oui, des règles comme vraiment un encadrement, t'as pas du tout défini les règles comme un truc qui est en opposition, qui régularise des rapports de rivalité, toi, le jeu, qui c'est qui va gagner, mhm. mais vraiment comme un moteur pour où c'est qu'on va ensemble. Genre un peu, c'est la Oui, voiture dans laquelle on monte tous. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Est-ce que tu peux bah, développer? je te remercie. C'est vrai que pour moi, le jeu de rôle avant tout, quand je dois en parler à des gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, alors c'est vrai, c'est étrange, ça existe encore de nos jours, j'en croise régulièrement. J'ai dû expliquer à une petite dame dernièrement de 60 ans qu'est-ce que c'était Kawaii, pourquoi je l'avais écrit, et puis qu'est-ce que c'est le jeu de rôle, quoi. Et ben, je commence par dire, comme pas mal de monde, je pense, mais que c'est une forme de jeu de société coopératif. Et le mot coopératif est hyper important, en fait. C'est que la partie n'avance que comme ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'une vraie différence très marquée entre les jeux de rôle et les jeux de société, alors je suis pas le seul à le dire, hein, mais vraiment une différence que je trouve marquée, c'est que tu peux faire une partie de jeu de société qui sera bonne avec des inconnus ou des presque inconnus. Tu peux faire une bonne partie de jeu de société avec eux, même quand on va dire le feeling entre les joueurs est pas trop là. Tu as moyen de vraiment passer un bon moment. Euh, alors qu'en jeu de rôle,
il faut vraiment que le feeling soit là, que l'entente se fasse avec les autres joueurs. Ça peut être des inconnus quand même, mais tu sens bien que tu es complètement dépendant de cet aspect-là parce qu'à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre, tu auras une coopération qui va s'établir entre les joueurs et le meneur, ou entre les joueurs et les autres joueurs. Et ce sera vraiment un prérequis indispensable à ce que la partie se passe bien, quoi. Ouais, un Black Panther et un Skinhead peuvent jouer ensemble à un Monopoly, mais ils vont se foutre Voilà, sur la gueule s'ils font du jeu de rôle ensemble. complètement. Ok, ok. Et bah du coup, tiens, c'est pareil, tu m'as révélé juste avant qu'on appuie sur clic, je me suis fait un gros fast-spell de ta source d'inspiration, donc sur tout ce qui est game design de Kawaii, que j'avais même pas vu alors que j'en parle souvent. Donc bah tu sais de quoi je veux parler, moi je ferme ma Complètement. bouche et je te Alors, laisse faire la présentation. ça a roulé, du coup, effectivement, je l'ai sorti comme on en parlait juste avant, tu fais bien de le mentionner. Le socle de règles sur lequel est inspiré, enfin, dont est inspiré Kawaii, c'est Into the Odd. Alors, un très bon jeu, moi j'adore Into the Odd. Là, c'est la version française, il paraît que la version anglaise est très bien aussi, mais bon, plus petite. Euh, alors, j'aime beaucoup ce jeu, par contre, je l'ai mené plein de fois, hein, plein de monde, et voilà, j'ai eu pas mal de retours qui sont vrais, hein, que le système de règles est tellement léger que certains joueurs disaient bah oui, mais en combat, tout est vraiment laissé à l'appréciation du meneur. Est-ce que je fais des attaques efficaces ou pas efficaces? Ça dépend de comment le meneur a raconté les choses. Le joueur aussi un petit peu, mais c'est toujours très subjectif. Il n'y a pas beaucoup de règles pour cadrer tout ça. Donc on va dire, ça lésait un petit peu certains de mes joueurs. Ce qui fait que même si c'est la source d'inspiration, on va dire lointaine, Into the Odd, on peut reconnaître l'affiliation. Dans Kawaii, on n'est pas du tout là-dedans. Dans Kawaii, on est dans un contexte beaucoup plus carré au niveau des règles. Donc ça s'adresse pas, c'est pas pour la même ambiance de jeu. Bah, je sais pas, soit on développe le côté carré des règles de jeu, soit enfin, parce que c'est pareil, là, on est arrivé directement dans le vif du sujet, mais c'est vrai que quand on dit, ouais, Kawaii, c'est un espèce de, on joue des Pokémon, d'ailleurs, on joue pas à Pokémon, on joue des Oui, Pokémon, mais il n'y a pas ce côté, pas, ne serait-ce quand j'en ai parlé, il n'y a pas ce côté, toi, j'ai pas du tout insisté sur le côté à quel point c'est une petite mécanique vraiment qui tourne, donc soit on va sur le game design que tu as bossé comme un taré, soit, donc, enfin, je sais pas, comme ouais, on la peut balle est commencer pour toi. par là. Ça roule, on peut commencer par là, puis il y a sûrement d'autres sujets de toute façon qui vont venir naturellement. Alors déjà pour représenter Kawaii, déjà je te remercie encore, hein, de ta super vidéo, tes superbes vidéos que tu as pu réaliser sur le sujet. Donc, Kawaii, comme tu le disais bien, ça permet d'incarner un animal fantastique, hein, comme un chat des ténèbres, un dragon de l'eau. Et alors, cet animal, il a une intelligence humaine. Il partage un langage commun avec les autres Kawaïens et avec les humains. Et il est vraiment surhumain en termes de capacité physique. Il est beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, il est beaucoup plus rapide. Et ça nous permet donc d'incarner ce type de créature et pas du tout les dresseurs comme on pourrait imaginer pour un jeu de cette ambiance-là. Et donc ces Kawaïens, voilà, au fil de leur, ils combattent d'autres Kawaïens, ils progressent, ils évoluent ensemble, ils acquièrent de nouvelles formes. Et le jeu, le système de règles permet de mêler à la fois les joueurs complètement débutants, les joueurs et meneurs complètement débutants, et également que les grognards un petit peu du jeu de rôle, ceux qui ont vraiment beaucoup l'habitude, puissent s'amuser à faire un kawaii beaucoup plus complexe à jouer. On ne sera pas dans du Pathfinder, hein, mais il sera quand même plus complexe à jouer, il aura plus de possibilités tactiques, et du coup, le joueur aguerri va quand même réussir à trouver son compte, à bien s'amuser autour de la table, parce que son personnage aura plus de possibilités que celui du voisin, mais tous les personnages sont équilibrés entre eux, en fait, même ceux qui sont simples à jouer. Bah, du coup, petit témoignage de créa de perso, hein, je te dis, oh, moi, j'ai envie de faire des trucs. J'aime bien Pokémon, j'aime bien le couple Mentali-Noctali, donc j'ai fait mes petites versions. Et c'est vrai que quand tu sais à peu près ce que tu veux faire, même en prenant le temps de rédiger sur du petit texte pourri de Word, en une demi-heure, j'en avais fait deux avec leur évolution, leur type de caractère. Et puis, enfin, ouais, c'est simple même de créer, mais ex nihilo, une espèce et puis de la jouer, quoi. Super, oui, je te remercie d'ailleurs, ils sont très sympas. Euh, Effectivement, le but, moi, c'était dans mes objectifs au tout début de la conception du jeu, c'est-à-dire que je me suis listé une poignée d'objectifs et parmi eux, c'était une création de perso qui est faisable, on va dire en moins de 10 minutes quand on est rodé, des règles qui peuvent se comprendre rapidement, se maîtriser rapidement, mais pour autant une profondeur tactique qu'on découvre au fil des séances et qui permet vraiment de renouveler l'intérêt du jeu en fait sur la longueur. C'est que le joueur, quand on est déjà à sa 5 ou sixième séance, il va se rendre compte que d'un seul coup, une de ses capacités qu'il avait pourtant depuis le début, il avait bien compris comment s'en servir. En fait, il a d'autres manières de s'en servir plus efficaces.
ça, c'est génial. Tu vois ça dans le regard des joueurs, tu te marres, quoi. Et puisqu'on en est sur la profondeur tactique, c'est un des trucs que j'ai bien apprécié aussi. C'est quelque part, il y a un côté anti-gros bill. Des joueurs qui s'y prennent bien à 3 contre 1, des persos de base niveau 1, ils vont te poutrer le plus haut niveau de jeu, quoi. Enfin, toi, Oui, tu peux coincer un personnage niveau 10 parce que tu as les bons persos qui vont bien, qui font le bon enchaînement tactique, des bonnes combos. On n'est pas un guerrier niveau 20, il te poutre une armée de niveau 1, quoi. oui, complètement. Bah, là, ça va aussi dans le sens d'un jeu accessible aux meneurs, en fait, même aux meneurs débutants. C'est-à-dire que le meneur va pas à un moment être embêté et ne plus savoir comment gérer les personnages de ses joueurs et ses joueuses. Il va pas à un moment se retrouver comme ça pouvait être à l'époque de Donjons Dragons édition 3, édition 3.5. Enfin, moi j'ai eu le cas, hein, moi j'étais le joueur gros bill pour le coup, et voilà, j'avais un meneur qui m'envoyait des dracosirs sur la tête régulièrement, et puis alors un à la fois je les dégommais, quoi. Et bah, il n'en pouvait plus, il n'en pouvait plus. Donc ça, je voulais absolument l'éviter. D'où l'idée d'avoir une progression qui augmente en termes de variété, de versatilité. On a plus de capacités quand on évolue, alors on devient aussi quand même plus résistant, un petit peu plus fort, etc. Mais on devient plus fort surtout parce que le joueur progresse aussi à force de faire des séances. Il utilise mieux ses capacités, y compris ses nouvelles capacités. Ça le rend beaucoup plus fort, mais effectivement, une meute de kawaïens bas niveau peut toujours vaincre une poignée de haut niveau, quoi. Pour donner de la stat, histoire que les gens se rendent bien compte, un kawaïen de base niveau 1, ses points de vie qu'on appelle endurance sont à 15. Quand tu l'auras amené niveau 10, le maximum, tu auras gagné 4 points de vie en plus. Et puis c'est tout. Voilà, tu peux en gratter 3 de plus selon ton choix de personnage. Tu peux augmenter encore de 3 de plus, mais voilà, c'est effectivement, on est dans ces échelles-là. Et en sachant que si tu veux vraiment un kawaïen résistant, tu as des familles qui sont plus résistantes que d'autres, ont d'autres inconvénients, mais qui démarrent plus élevés que les autres, mais après qui progressent à la même vitesse. Donc elles finiront 4 points au-dessus des autres, mais elles avaient démarré 4 points au-dessus des autres aussi, en fait. Ben voilà. Du coup, bah, parce que tu l'as glissé une ou deux fois, est-ce qu'on parle de l'aspect tout meneur? Est-ce qu'on parle de Oui, l'aspect très peut-être. initiation? On Bah, peut faire on du peut, Lucas, ça va bien ensemble. ça roule, on peut parler de l'aspect tout meneur. Alors, déjà, vraiment un point moi, que j'ai trouvé important, c'est que bon, le rôle de meneur, ça peut être un petit peu intimidant quand on n'a pas l'habitude. Une fois qu'on y est, en général, ça va, puisque tant qu'on est avec des joueuses, des joueurs bienveillants, quelque part, tout se passe bien, quoi qu'on fasse. Et tout le monde pourra passer une bonne séance, mais c'est quand même un petit peu intimidant en amont. Et ce qui est pas évident, je trouve, c'est que tu dois quand même assumer plusieurs rôles en même temps. Tu dois à la fois gérer un ensemble de personnages, tu dois gérer la narration de l'histoire. Et en général, c'est mieux de connaître les règles mieux que les joueurs. Sinon ça peut ralentir vraiment le rythme. Donc, tu dois au moins connaître ces trois aspects-là. Dans Kawaii, tu n'as pas besoin. Dans Kawaii, je les ai découpés, en fait. Donc, dans Kawaii, tu peux très bien commencer tranquillement en ayant juste à connaître les règles. Et vous faites des parties. Donc, c'est le mode arène. C'est pas réellement du jeu de rôle, mais c'est proposé dans Kawaii. Tu peux démarrer avec le mode arène qui te permet juste de faire des affrontements entre Kawaïens. Chacun a un ou deux kawaïens, tu fais deux équipes, et puis vous faites uniquement des affrontements en arène proprement dit. Donc, il n'y aura pas d'événements aléatoires qui vont se produire, l'environnement est très simple, etc. Et dans ce contexte-là, il n'y a pas besoin d'un meneur dans ce contexte-là, en fait. C'est presque un jeu de société. Tu fais tes affrontements tranquillement, les joueurs et toi, vous découvrez les règles en même temps. Et quand toi, meneur débutant, tu te sens à l'aise déjà sur les règles, que ton équipe, ils sont à l'aise aussi, là, tu te lances avec le scénario d'introduction de Kawaii, qui est jouable en moins d'une heure et où tu n'as qu'un seul PNJ à gérer. Donc, tu n'as pas plusieurs PNJ à gérer, tu connais déjà les règles. Ton histoire, en plus, ton scénario, il est très simple puisqu'il va durer qu'une heure et il est écrit un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Donc, si les personnages joueurs font ça, allez à tel paragraphe, s'ils font autre chose, allez à tel autre paragraphe. Bon, sur une dizaine de pages, bien aérées, des belles images, etc., ça se lit très vite aussi. Voilà, une fois que déjà tu as fait ça, toi, tu as déjà fait plusieurs sessions quelque part, donc tu as déjà pris confiance, et là, tu démarres les autres scénarios, qui sont des scénarios beaucoup plus traditionnels pour le coup, mais toi, tu as déjà pris du skill, entre guillemets, de meneur, et puis tu es plus à l'aise. Est-ce que tu peux développer des autres scénarios? Parce que là, en fait, il fait quelque part son modeste. Les autres scénarios, c'est limite une campagne quand même. Où à la Oui, fin, on va sur, du coup, je ne donnerai pas son nom, mais rencontrer ce qui est tenu pour un dieu par les Kawaïens. C'est quand même. complètement. Voilà. Je Eh ben, t'en- je te remercie, oui, tu fais bien de le dire. Il y a une campagne complète qui est proposée dans l'ouvrage. Donc, campagne complète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un ensemble de scénarios complets. On en a trois
alors, il y a le scénario d'introduction dont je parlais, mais il y a 3 autres scénarios complets qui sont proposés, qui sont très fouillés. Alors, notamment, il y en a un qui suit le scénario d'introduction, où je fais même des rappels de règles pour les points de règles que les meneurs pourraient oublier, les meneurs qui débutent. Donc, on prend vraiment par la main le meneur. Il y a vraiment un gros effort qui a été fait sur l'aspect pédagogique de l'ouvrage, pour qu'on puisse le donner à votre petite nièce, un débutant, etc., et qu'il puisse le prendre en main tranquillement. Il y a des synopsis aussi de scénarios, donc il y a plusieurs pistes qui sont proposées si vous voulez développer votre propre scénario. Et à la toute fin, comme tu l'évoquais très bien dans ta vidéo, d'ailleurs, à la toute fin, on a plutôt une forme de bac à sable. Je l'ai mis à la fin, puisque là, le meneur, ça fait déjà plein de séances. Quand il arrive là, ça fait déjà plein de séances qu'il a animé des parties de jeu de rôle. Donc, il est à l'aise. Il peut animer ce bac à sable qui est en plus très centré, enfin à la fin en tout cas, c'est très centré sur un lieu clos. Donc, ça se gère très bien. Et puis lui, ça lui aura permis du coup de voir pas mal de variétés en fait dans les façons de mener, quoi, entre certains scénarios plus linéaires pour la campagne au début et un bac à sable beaucoup plus ouvert du coup à la fin quand il souhaite terminer sa campagne. Donc résumons, si ton gosse il est fan de Pokémon et que toi tu es un rôliste et que tu veux le contaminer, t'as peut-être un jeu qui devrait le séduire. Voilà. J'espère, en tout cas le cœur y est. Et pour l'instant, j'ai eu de très bons retours. Et notamment, j'avais pu faire une animation avec 6 enfants de 8 ans dans une maison de quartier. On m'avait appelé pour ça, pour les animer animer une session en l'occurrence, de Kawaii pendant, alors c'était moins de 2 heures. Voilà, c'était super bien reçu, quoi. On a fait 2 équipes de 3, ils se sont affrontés. C'était super choix tactique. Hein. C'était, toi, tel joueur, je l'aime pas trop, alors je vais attaquer son Kawaii. Bon, très bien. Bon, en plus, ils avaient de la chance au dé, donc souvent ça marchait. Et puis, ils écoutaient très bien les règles, alors ça, aucun problème. Hein. Ils savaient bien exploiter leur personnage. Et bon, moi, j'étais rincé à la fin, clairement, des 2 heures, j'étais complètement rincé. Mais voilà, ça marche bien, ça a bien tourné, ils sont bien amusés. Les enfants étaient heureux. Mmh. On parle des règles, on glisse dessus parce qu'on a une bonne idée l'un et l'autre. Mais par exemple, ouais, si on peut en arriver sur les choix tactiques, comment tu as géré les attaques, les dommages et tout ça, je t'en prie. D'accord, complètement. Déjà, dans mes priorités, c'était qu'on n'ait pas de calcul à faire, ou le moins possible de calcul. Donc, on n'est pas dans un système de jeu où tu dois lancer un ou plusieurs dés, par exemple les additionner ou compter les succès et puis rajouter un bonus. Non, là, c'est vraiment de la lecture directe. Donc, tu as ton attribut qui vaut 15, tu lances ton dé à 20 faces et tu dois faire 15 ou moins. Quand tu fais des attaques, voilà, tu lances un dé. Là, plus il y a de faces, plus ton attaque est forte, plus il y aura de faces sur le dé. Et alors, évidemment, il y aura quelques petites subtilités en plus de ça, hein, mais l'idée, c'était d'avoir un jeu vraiment à lecture directe qui soit accessible à tout le monde. L'avantage de la lecture directe aussi, c'est que bon, ça se voit pas trop quand c'est des petits calculs, mais quand c'est des jeux qui te demandent vraiment d'additionner, par exemple, ne serait-ce que 3d6 plus 3 bonus différents, ça existe, hein, des jeux comme ça, et ben, tu te rends compte qu'il y a vraiment 2 temps, en fait, quand le joueur lance ses dés, du coup. Il va lancer ses dés, puis là, tu as la moitié de la table qui, par exemple, qui saute de joie, genre, ah, t'as réussi. Puis t'en as d'autres, bah, ils comptent. Il y a ceux qui comptent tout de suite, en fait, eux, ils sont contents. Et puis ceux qui mettent un peu plus de temps, 5 secondes après, ils sont contents. Et tu te dis, bah mince, c'est dommage d'avoir ce décalage au niveau de l'ambiance autour de la table, juste parce qu'il y en a quelques-uns qui sont moins à l'aise sur le calcul mental. Donc du coup, il n'y a pas ça dans le Kawaii. Dans le Kawaii, voilà, tout le monde découvre le résultat en même temps, et puis on a cette dynamique qui s'installe et puis qui continue tout au long de la partie. Donc il y avait déjà cet aspect-là, l'aspect du coup de pas de calcul. Un autre point que je souhaitais, c'était il y a certains jeux, pas mal même, où quand ton personnage dispose de capacités très puissantes, il les a souvent qu'en nombre limité par jour. Mais si jamais le joueur n'a pas de chance, si le meneur a beaucoup de chance, ces capacités ne marchent pas. Donc l'exemple, c'est le magicien débutant qui a 3 sorts d'enchantement par jour. Voilà, il est content, il a 3 sorts d'enchantement, sauf que mauvaise journée pour le joueur. Le meneur, il a réussi tous ses jets de sauvegarde. Donc, bilan de la journée pour le magicien, et il a raté toute sa magie, elle n'a pas marché en fait. Ça, là encore, je comprends, moi j'adore, enfin je veux dire, il y a des jeux dont je parle, il est juste là, je l'adore, hein, il n'y a aucun problème. Donjons Dragons, c'est un super jeu, mais c'est pas ce que je souhaitais dans Kawaii. Dans Kawaii, quand tu utilises une capacité spéciale, elle fonctionne. Elle fait de l'effet. La question, c'est juste, est-ce qu'elle fait un tout petit peu d'effet très anecdotique ou beaucoup? Et ça, c'est là où la chance va intervenir, le résultat du dé va intervenir, mais quoi qu'il arrive, elle va fonctionner. Tu veux ralentir ton adversaire pour limiter ses actions, ça marchera au moins un tour. Et après, est-ce que ça va durer un tour, 2 tours ou tout le reste du combat? Ça, tu verras bien pendant la partie, quoi.
Et, Donc, effectivement, ça marche automatiquement, du genre, tu veux ralentir, il est ralenti un tour, puis après, bah, l'adversaire, il a un jet de sauvegarde par tour. mais il a à la fin de son tour, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Alors, bon, je dis ça évidemment, il y a quelques petites exceptions, encore une fois, notamment pour les joueurs plus aguerris. Tu peux te protéger contre ça avec typiquement une famille secondaire de type insecte ou plante. Alors là, on rentre dans le détail, où eux, c'est un petit peu l'exception à la règle que je viens de dire. Eux, ils font certains jets de dés comme ça, ils les font en début de tour, donc ils peuvent être complètement immunisés contre certains effets. Mais voilà, là encore, l'idée, c'est que la règle générale, soit que tu utilises tes capacités, elles fonctionnent, et ça, c'est vrai 95% du temps. Et c'est le pouvoir de la famille. Chaque famille, Ah oui. voilà, elle a un gros pouvoir et il y a deux familles secondaires dont le gros pouvoir, c'est de résister aux États. D'ailleurs, il n'y a que quatre États. Enfin, toujours dans l'idée, tu as fait un truc simple, il y a une design efficace, Oui, pratique pour Legends. bah, complètement. Mais même pour les moins jeunes, je dirais, vu que typiquement, bon, puisqu'on en parle là, dans Donjons Dragon qui est juste à côté de moi, j'ai vu des joueurs même aguerris, hein, habitués de Pathfinder. On était à la 14e séance de campagne de Donjons Dragon. Bah, ils se trompaient encore sur leurs sorts. Et pourquoi ils se trompaient encore sur les sorts de leur magicien, ou de leur sorcier, ou de leur ensorceleur, ou autre? Ils se trompaient parce que chaque sort, c'est une micro-règle, en fait. Chaque sort de Donjons Dragon, et puis ça marche pour d'autres jeux aussi, c'est une micro-règle. Donc tu peux toujours te faire un petit loupé. Et je voulais pas, encore une fois, voilà, retrouver ça dans Kawaii, où tu as tes quatre états qui permettent de générer vraiment beaucoup d'effets, puisque tu peux faire des dégâts en continu, tu peux ralentir ton adversaire, tu peux le rendre confus pour qu'il s'attaque tout seul, ça c'est très rigolo. Et voilà, sinon tu peux le nerfer, tu peux l'empêcher de porter des attaques efficaces. Avec ça, tu as vraiment tout un panel de possibilités. Et ça permet de couvrir la plupart des cas. Donc, en plus, dans les premières séances, il n'y a pas besoin de ces capacités, il n'y a pas besoin de connaître les états. Mais dès que ça commence à intervenir, les joueurs le mémorisent très bien, en fait. Oui, enfin, j'induis quelque chose de négatif au sens quand je ramène c'est des règles pour les gosses, c'est que pour les gosses, c'est que c'est justement un game design léger qui est aussi accessible pour les gosses. Mais Voilà, bon, c'est juste que, complètement, mais le gosse, il fera moins de tactique, il va sans doute moins rentrer dans le détail, encore que pour certains, ils peuvent vraiment bien optimiser quand même leurs actions. Et puis voilà, le joueur aguerri, lui, va plus rentrer dedans et se rendre compte qu'il y a pas mal de possibilités d'utilisation de la concentration, par exemple. Il y a une jauge de concentration, c'est l'équivalent un peu des points de chance, des points de mana, des points d'héroïsme, tout ça ensemble. Souvent, les premières séances, les joueurs, ils disent, ah, c'est bien, avec ça, je peux relancer mes jets d'attaque. Voilà. Bon, il y a plein de joueurs, ils vont dire, c'est bien, oui, c'est vrai, tu peux relancer tes jets d'attaque. Au bout d'un moment, ah oui, mais je peux aussi relancer mes jets hors combat, je suis pas que sur les jets de combat. Ah oui, oui, pas mal. Ah oui, mais surtout, je peux recharger mes capacités plus vite. Je peux faire certaines utilisations de capacités beaucoup plus rapidement. Et là, ça change complètement. Quand le joueur commence à bien maîtriser cet aspect-là, il se rend compte que son ultime qu'il utilisait auparavant qu'une fois par jour, en fait, il peut l'utiliser plusieurs fois s'il se débrouille bien. Et là, ça rend les choses beaucoup plus efficaces, quoi. ah, mais on est complètement d'accord, hein. Je trouve que c'est le paramètre super important, la concentration. Et du coup, bah, si on pouvait glisser comment dire, dans ma tête, je me disais bien souligner que c'est pas que pour les gamins, parce qu'effectivement, il y a un aspect très tactique, mais il y a aussi le côté, comment toi, en tant qu'individu, tu t'es dit, tiens, je vais faire un jeu d'inspi, créatures fantastiques qui ressemblent à des animaux avec des éléments. Comment bah, ça peut aussi parler à des vieux, parce que bah, voilà, j'assume, moi j'aime bien Pokémon, et bon, pas forcément le dessin animé, enfin, on va pas déraper. Et ouais, enfin, voilà. Comment t'es tombé dedans? Comment tu t'es dit, bah, finalement, mon premier jeu avisé pro, ça va être ce thème, et voilà, bah, je t'en prie. Ok, eh bien, déjà, bah, c'était une idée qui m'avait trotté dans la tête il y a plus de 20 ans. Alors, au risque de choquer, du coup, moi, je suis pas forcément j'ai beau avoir écrit un jeu d'ambiance Pokémon inversé, je suis pas un inconditionnel de Pokémon. Mais là, c'était une excellente occasion d'exploiter en fait pas mal de choix de système de règles que je voulais faire. C'est-à-dire que ça permettait vraiment d'avoir un jeu où tu incarnes un personnage très efficace, très fort, capable de beaucoup de choses, mais qui va pas pouvoir utiliser des objets, qui va pas pouvoir utiliser complètement son environnement pour trouver les solutions. Ça va être comment il se débrouille avec ce qu'il est lui et ses capacités. Du coup, en plus, bon bah voilà, je souhaitais un jeu vraiment accessible à tous les publics, donc la thématique Pokémon rendait ça très très bien. Et ce qui m'avait décidé en fait à écrire ce jeu, alors c'était là, on vient de passer par un an et demi de période un peu moins amusante, hein, avec notamment des confinements, et en fait j'ai commencé à écrire ça au tout début du premier confinement.
On n'avait plus le droit de faire un certain nombre d'activités culturelles ou autres. Il y avait énormément de drames qui se produisaient chaque jour et qui continuent encore. Et c'était vraiment une manière pour moi de m'évader. Je me suis dit dès le départ, hein, dès le mois de mars 2020, je me suis dit, bon, bah, voilà, je vais l'écrire sur mon temps libre, je vais l'écrire. Et puis quand tout ça sera un petit peu plus derrière nous et qu'il sera publié, ça permettra à plein de monde de bien s'amuser, quoi, en famille ou même avec des gens qui n'auraient jamais fait du jeu de rôle autrement. Donc, tu l'as écrit en fait en super rapide. Quand je vais vérifier le nombre de pages, hein, Ouais, il y enfin, a, 1 an et demi quand même, quoi. Donc, ouais, on n'est pas loin des 340 pages quand même, quoi. oui, bien aéré, avec pas mal d'images, etc. On est sur une maquette qui se veut très lisible, accessible vraiment à tout le monde, et bien aéré. Il y a des encadrés, il y a beaucoup d'images. Je te remercie. J'ai déjà vu des jeux beaucoup plus vides hein, en termes d'aération, quoi. Enfin, je trouve que oui, effectivement, c'est aéré, mais c'est clairement pas vide. Ah oui, oui, oui. Mais Et c'est que des trucs notamment, pris au pif, hein. C'est assez révélateur de l'ensemble du livre. Il est comme ça. Et t'es très pédagogique d'ailleurs. je te T'as pas remercie. insisté là-dessus, mais ouais, c'est très. Quand tu balances une règle, t'as l'exemple. Tu penses à les questions bébêtes pour quelqu'un qui pourrait pas. T'expliques bien. Donc, enfin, Oui, c'est pour ça vraiment que je trouve il est très bien pour des débutants, hein, même s'il n'est pas que pour des débutants, parce que bah, ne serait-ce enfin, à la fois par le monde. Le côté très choupi friendly, hein, t'as pas de risque d'avoir. Enfin, il ne se prête pas à des gros dérapages de pervers à table, on va le dire clairement. non, non, non. Et pour le coup, il y a des blocages en dur, entre guillemets, dans le système, ouais, par rapport à ça. Oui, oui. Enfin, on n'assassine pas ses petits copains, voilà, on n'est pas là-dedans. Mais même, enfin, la forme d'écriture, enfin, ouais, moi je l'ai trouvé très. Enfin, toi, comme tu le disais, quoi, on peut le lâcher à son neveu ou sa nièce parce que le gamin, en pire, tu feras la première partie avec lui pour être sûr qu'ils ont tout bien compris et puis montrer un peu. Mais après, tu te casses, les gosses jouent tout seuls. Enfin, voilà, quoi, Bah, Et là-dessus, super. non, c'était vraiment un gros effort. Moi, j'ai Bah, trouvé ça je te beau. remercie. Et bah, ce qui m'a aidé là-dessus, c'est que en fait, j'ai utilisé une manière de le publier un petit peu particulière. C'est-à-dire que le PDF en fait a été rendu disponible très tôt. Il était rendu disponible aux playtesters, joueurs et meneurs qui ont playtesté le jeu très très tôt. Et à chaque fois que le PDF était mis à jour, il était mis à jour pour tout le monde en même temps. Je l'ai aussi mis en vente assez tôt, puisqu'il est disponible depuis 5 mois. Et j'ai pu bénéficier de retours de la communauté. Donc, quand tu as à la fois les retours de plein de gens qui jouent au jeu régulièrement, plein de gens qui n'ont même pas joué au jeu, ne serait-ce que regarder la preview gratuitement, plein de gens qui ont acheté le jeu et qui l'ont lu, qui te font des retours. Quand tu bénéficies de tout ça, ça te permet aussi de beaucoup clarifier des choses, même si moi, évidemment, au départ, j'ai voulu écrire les choses du premier coup aussi pédagogique que possible. Mais ce qui m'a énormément aidé après, c'était d'avoir tous ces retours-là qui ont permis au fil du temps d'affiner en fait le PDF, qui m'ont mis moi complètement à la bourre par rapport aux dates de sortie que j'avais prévues, mais ça, c'est pas grave, ça. Je voulais le sortir il y a 4 mois déjà, tu vois. Pour moi, il me restait la relecture, quoi, mais autrement, j'avais déjà quasiment tout fini. En fait, non, des mois supplémentaires, ils ont permis, j'en suis convaincu, d'améliorer la qualité de l'ouvrage, dans le sens qualité, pas dans le sens il est plus solide qu'avant, non, mais dans le sens la lisibilité, clarifier des points de règle, préciser les petits cas un petit peu tordus que tu indiques, et puis les mettre dans des paragraphes dédiés aussi, tout simplement. Avoir des endroits où on dit, bah voilà, la règle c'est ça. Si vous avez 30 secondes seulement pour la lire, bah c'est ça. Et par contre, tous les petits cas particuliers, ils sont notés un petit peu plus bas et ça pourra vous servir, on ne sait jamais. Puisqu'on en est au playtest, ou à la bourre, aux influences retour, bah, tu étais de l'autre côté avec CDO, avec Coureur d'Orage. Tout à On fait. a JB Isler, surnom pour Rave d'Argol, qui te fait la petite préface. Donc ouais, ta rencontre avec JB, comment tu as pu collaborer sur certains de ses projets. Enfin voilà, je t'en prie. Ça roule. Alors, paradoxalement, JB, on a beaucoup échangé, mais en fait, on s'est très peu vu IRL, très peu vu en personne. Par contre, voilà, bon, le contact était bien passé tout de suite, mais à l'époque, c'était même pas dans l'idée de travailler ensemble. En fait, c'est juste qu'on avait pu se croiser à une convention et puis le contact était très bien passé. Et puis ensuite, il a lancé son projet Coureur d'Orage. Alors, Coureur d'Orage, je trouvais qu'il y avait pas mal d'idées intéressantes, même si moi, ça correspondait pas à ce que moi, j'aurais souhaité écrire. Par exemple, si je devais écrire un jeu médiéval fantastique, ce serait pas du tout les mêmes choix qu'il a pu effectuer. Et ça rend quand même un jeu très sympa. Et je me suis proposé en relecteur, en playtester. On a eu pas mal l'occasion d'échanger au fil du temps.
Du coup, j'ai pas mal fait jouer son jeu. En plus, j'ai un côté un petit peu grammaire nazi. J'essaie vraiment de relever pas mal de choses. Alors, bon, il y avait d'autres lecteurs, hein, bien entendu, mais je pense avoir pu aider à la fois sur la compréhension du texte et sur d'autres aspects. Donc, naturellement, comme voilà, j'ai rendu pas mal de services, je lui ai demandé de s'occuper de la préface, et puis je le remercie. Elle a accepté. En plus, elle est plutôt marrante, donc c'est très sympa. D'ailleurs, enfin, oui, tu pointais ton côté grammaire nazi. Donc, bon, alors, sur les réseaux, jugez comme vous voulez si c'est déchiant ou pas, mais dans le milieu de l'écriture de jeux de rôle, c'est vraiment une bonne chose d'être au point sur l'orthographe, quoi. Ouais, après, à un moment, je me suis dit, je vais me calmer. Typiquement, sur certains forums, il y a des jeux, je les achetais, j'achetais le PDF le jour de la sortie de certains jeux. Moins de 24 heures après, je postais, bah oui, il y a quand même un contresens à tel endroit. Alors, les fautes, à la limite, c'est pas trop grave, mais un contresens. Ça a mis une négation à un endroit où il n'en fallait pas. Et bon, je me suis dit, bon, j'ai arrêté d'embêter les auteurs avec ça. Le jeu, il est sorti, voilà, il est bien quand même, etc. Mais du coup, voilà, ça a permis aussi d'améliorer un peu la qualité de mon propre ouvrage. C'est que moi, je pouvais m'embêter autant que je voulais, il n'y avait pas de problème. Non, non, mais j'en connais d'autres de chipoteur. Enfin, non, mais c'est tout à votre honneur. Enfin, un jeu qui sort, c'est bien qu'il soit. Enfin, comme tu le disais, une faute d'orthographe ou deux, ça peut passer. Quand on commence à être dans les fautes de syntaxe qui font des contresens, des faux Ouais, ça, sens, c'est le plus grave. Ça, c'est le plus grave. ouais, Ouais. c'est. Mais Ouais. voilà, c'est là où les passes de lecture multiples ont aidé aussi. Hein, évidemment, moi, la première écriture de l'ouvrage, c'était pas publiable en l'état. Il y a des choses, il faut revenir dessus plein de fois pour l'améliorer, quoi. T'es obligé. Et c'est normal, ça fait partie de l'écriture de texte. Hein. Alors pour passer complètement du coq à l'âne, mais c'est parce que c'est ta faute, t'as ça à l'arrière-fond. Invincible, c'est vraiment une de mes campagnes préférées. Tu l'as fait jouer, qu'est-ce que tu Non, en penses? non, je l'ai pas fait jouer. Alors, je réponds tout de suite au cas où on me posera la question après parmi les personnes qui regardent la vidéo, mais je la vends pas. Hein, elle est un petit peu recherchée. Je la vends pas. Je compte la faire jouer. Là, ce qui me freine, c'est que, alors, bon, je vais pas spoiler, mais il y a vraiment une thématique qui est géniale, hein, qui est très bien traitée. Je trouve que l'auteur a beaucoup de talent. Après, ce qui me freine, c'est qu'il y a des pans réguliers qui sont très linéaires. Donc, je ne sais pas encore à quelle table je peux proposer ça, vu que ça joue avec plutôt du Donjons Dragon ou un de ses équivalents, mais à partir de niveau 5 ou plus. Donc, il faut déjà des gens qui ont un petit peu l'habitude quand même. Même si le système D&D n'est pas le plus compliqué, mais voilà, il faut quand même qu'ils soient un petit peu à l'aise avec leur personnage. Je ne suis pas des débutants. Et à intervalles réguliers, il y a des portions très linéaires à base de, bon, bah voilà, là, c'est écrit dans le scénario, donc ça se passe comme ça, quoi que les joueurs fassent. Donc, j'ai pas trouvé pour l'instant. Je l'ai lu, j'adore ce que j'ai lu, mais j'ai pas trouvé l'équipe de joueurs pour la faire jouer. Bah alors du coup, une vidéo que j'ai pas publiée parce que je voulais pas emmerder tout le monde avec Invincible, c'est un reproche, t'es pas le premier à le faire et le pire, c'est que je trouve qu'il est complètement justifié. Mais quelque part, je préfère qu'Invincible soit sous cette forme parce que alors, il y a deux thèmes, hein. Il y a un gros dragon à poutrer et puis l'autre qu'on est obligé de pas spoiler au cas où des joueurs, voilà. Et ben justement, c'est tellement un thème qui est extrêmement pète gueule et dur à écrire Oui, que je trouvais ça pas plus mal que les auteurs soient restés sur quelque chose de simple et qui tient la route pour que si les MJ soient satisfaits, bah toi, ils brodent un peu puis ils le bidouillent à oui, leur sauce plutôt que sortir un truc qui est trop compliqué, trop bidouillé et que ah tu as oui, toutes oui, les chances de toi de proposer un truc qui tient pas la route, quoi. oui, complètement. Et effectivement, c'est sûrement une question qu'a dû se poser l'auteur aussi. C'est-à-dire qu'en mettant ces étapes linéaires, ces passages obligés, il était sûr que ça tiendrait, que ça resterait cohérent, même dans la durée, quoi. Oui, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord que oui, ce linéaire, il est là. Il y a des endroits, c'est il faut passer ici, point, et puis ta gueule, c'est comme ça, sinon la campagne marche pas, quoi. Qui sont d'ailleurs plutôt bien écrites. Moi, je vais arrêter de faire le lèche-burn d'Invincible. Et puis, hop, qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a des trucs que j'arrive pas à lire. Alors, tout le monde, il a reconnu les Donjons et Dragons. On a Alors, deux crimes de fer. il y a aussi, alors moi, c'est mon petit chouchou, Marée Rouge, un excellent ouvrage rempli d'excellents conseils pour animer des scénarios en bac à sable, une campagne en bac à sable. Euh, Moi, si je devais choisir que deux, trois ouvrages dans ma bibliothèque, il serait dedans, quoi, c'est certain. Hein. Et ben, je t'avoue, je le connais pas, donc je C'est t'en pas très prie, connu. présente Marée Rouge. Qu'est-ce que Ah bah, c'est? si tu veux. Alors, au niveau du système de règles, c'est pas tout récent parce que c'est compatible avec les plus vieilles éditions de Donjons et Dragons. Au niveau esthétique, ça envoie pas forcément du pâté, comme on dit.
Par contre, en termes de contenu, il y a vraiment une richesse d'expérience de l'auteur pour animer une partie en bac à sable. Alors, je vais prendre juste un conseil qui peut donner dedans. C'est que, par exemple, si jamais tu es en train d'animer une campagne en bac à sable, tu as tes joueurs qui sont, je sais pas moi, sur une ville, dans une ville particulière, et toi, tu as très envie de préparer un scénario un petit peu, tu prépares quand même en bac à sable, hein, mais où tu aimerais bien les amener dans une île particulière, où il se passerait quelque chose sur cette île-là. Bah, globalement, le conseil du meneur, c'est le faites pas. Parce que je viens de décrire, le faites pas. C'est-à-dire que si vous préparez une séance, vous faites uniquement si ça servira à la prochaine séance. Si les joueurs sont dans une ville, si leurs personnages, je veux dire, sont dans une ville, ça veut dire que la prochaine séance que tu prépares, ça va forcément au moins démarrer dans la ville. Tu ne prépares pas un truc qui se passe à 200 km. Ou si vraiment tu as envie juste de le préparer pour t'amuser, tu peux, mais tu sens que faudrait être prêt à le recycler. Voilà, son autre conseil, c'est soyez prêt à recycler. Donc, si tu as prévu une super horde de gobelins sauvages qui bondissent et que finalement ils vont pas du tout à l'endroit où il y a les gobelins qui bondissent, eh ben, tu les relooks simplement en bandits de grand chemin, tu gardes les mêmes statistiques et tout ton temps de préparation, il n'est pas perdu en fait. Tu peux le réutiliser, ils auront à peu près le même équipement, à peu près les mêmes caractéristiques. Donc c'est ce type de bons conseils que moi qui m'ont beaucoup aidé d'ailleurs à animer des campagnes en bac à sable là-dedans, mais aussi dans d'autres contextes. Moi, pour le coup, je suis un inconditionnel, donc je pourrais en parler longtemps. Je recommande en tout cas. Ok, bah je tenterai de mettre la main dessus. C'était l'impression à la demande la dernière fois, donc si ça doit être encore disponible, j'espère. Marée rouge, sans impression de demande. Complètement dérivé, mais bon. Hop, ton Aucun expérience en souci. tant que créateur et ton expérience en tant que joueur. D'ailleurs, du coup, là, il n'y a que ce qu'on voit, mais tu disais que si tu en gardais que quelques-uns, donc on sait qu'il y a Marée Rouge, voilà, ton top trio, tu as que 3 bouquins de jeux de rôle sur une île déserte, on a Marée Rouge dedans, c'est quoi tes 2 autres? Alors, j'emmènerai probablement un système aussi que j'ai beaucoup fait jouer, qui est le système Savage Worlds. Alors, moi, j'étais très longtemps un inconditionnel aussi de ce système. J'étais content qu'il fasse une nouvelle édition pour améliorer certains points qui posaient souci, notamment au niveau du vocabulaire utilisé dans la première traduction dont on a bénéficié. Notamment, enfin, juste pour donner un exemple pour ceux qui connaissent pas, mais à la base, dans la première version française de Savage Worlds, quand tu avais une relance, c'était pas, ça voulait pas dire que tu relançais le dé en fait. Une relance, c'était succès critique, réussite critique. Bon, bah, tu dis au joueur, là, tu viens d'obtenir une relance. Lui, si c'est sa première partie, il va vouloir relancer le dé, tu vois. Il y avait des petits soucis dont, voilà, il était bien conscient de ce qui était derrière cet ouvrage. Donc, au moins, dans la nouvelle édition, le vocabulaire est bien meilleur. Il y a un ensemble de points de règles qui ont été améliorés. Alors, je trouve qu'ils auraient pu aller encore plus loin. Ce qui fait que, bon, pour l'instant, je l'ai pas encore fait jouer. Mais ça viendra. Je pense, là, même dans les semaines qui viennent, je vais lancer une table de Savage World. Donc ça en fait 2. Alors après, je dirais le troisième, c'est probablement le prochain ouvrage en fait que je souhaiterais écrire. Autant qu'hawaïen, je l'ai vraiment écrit entre guillemets pour les autres, pour faire jouer pas mal de monde avec voilà encore une fois à la fois les aguerris du jeu de rôle et les débutants, pouvoir réunir des tables assez variées, permettre à des meneurs débutants de se lancer. Autant il y a des chances que mon prochain ouvrage de jeu de rôle, alors soyez patient, hein, sortira dans 2 ans, je pense, hein, pas avant. Ce sera un jeu médiéval fantastique, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais qui synthétise tous les points de règle qui moi me tiennent à cœur et qui me permettent en fait d'animer des parties avec. J'ai plein de scénarios de jeux médiévaux fantastiques là juste à côté, et je les mène pas parce que j'ai pas trouvé le système qui me convient le mieux. Donjons et Dragons est très bien, mais c'est pas forcément celui que j'ai envie de mener au pied levé. Et donc bah du coup je le trouve pas, je vais l'écrire quoi. Et puis je l'ai pas trouvé, c'est moi qui, voilà, ça correspond pas à mes attentes. On a la chance en France d'avoir une grande créativité de la part de plein d'auteurs de jeux de rôle, donc en plus on en a plein des systèmes de jeu. Et c'est simplement que voilà, celui que je souhaite faire sera un petit peu différent. Alors du coup, hop, plein de trucs dans des terrains différents, on va aller dans l'ordre décroissant. Déjà, Ça est-ce que roule. tu as conscience que quand tu dis oui, soyez patient, c'est dans 2 ans, tu dois susciter des pulsions de tête à claque, hein. Il y en a, c'est la préco, quand le jeu il est déjà en vente et on attend des fois plus de 2 ans pour avoir le jeu. Toi, tu es en Ouais. train de dire, ouais, je pense plus ou moins à un jeu, soyez patient, je vais mettre que 2 ans pour l'écrire. Alors 2 ou 3 ans, j'ai dit au moins 2 ans. Enfin, mais après le jeu sera beaucoup plus petit que Kawaii. Il y aura pas 340 pages dedans, puisque celui-là j'ai pu y consacrer les centaines et centaines d'heures nécessaires parce que bah voilà, l'actualité encore une fois était différente. Le prochain sera plus court, donc ça change aussi complètement la donne, vu que quand toute
toute la partie maquette, illustration, etc. est faite proportionnelle au nombre de pages, au volume de texte que tu fais, la relecture, enfin tout, même le playtest. Tout dépend de ton volume en fait. Mais oui, après, je suis content que tu me dises ça. Ça aurait pu être l'inverse, de me dire ah bah mince, ça sort pas dans 6 mois, c'est dommage, mais je suis pas capable de sortir un jeu en 6 mois. Ouais, enfin, tous les 6 mois, c'est le grume. Je suis pas, enfin, ouais, il a pas écrit tous ses jeux en seulement 6 mois non plus. Hein, donc, Oui, et puis voilà, on est sur ouais, voilà, là, le haut du panier. Hein. complètement. Du coup, tu as parlé Savage World, désolé, tu as ouvert une porte pour moi. Deadland, c'est quoi ton opinion sur Deadland? Alors, j'avais seulement lu l'ancienne édition, donc j'ai pas joué à l'ancienne édition, ce qui biaise un petit peu sans doute mon jugement. Mais j'aime bien la manière dont les règles ont été amenées pour le Deadland Reloaded, à savoir, oui, tu fais bien d'en parler, c'est que l'auteur de Deadland et l'auteur de Savage World, c'est la même personne. Et c'est notamment en voulant alléger son jeu Deadland qu'il a conçu Savage World. Donc j'aime bien, c'est un contexte que j'aime beaucoup. Par contre, là, je l'ai sorti seulement pour des one-shots. J'ai pas réussi à le sortir sur les campagnes françaises qui nous sont proposées. Je les trouve difficiles d'accès. Donc pour l'instant, j'ai une partie des campagnes françaises qui ont été proposées, mais je les trouve difficiles d'accès, notamment parce qu'elles font référence à des événements qui sont produits avant, et en fait qui sont produits avant dans le Deadland classique que moi j'ai pas fait jouer. Donc, c'est un peu, enfin, même si moi je connaissais bien ces événements, c'est pas la question. C'est que pour les joueurs, je trouve ça délicat. T'as des scénarios, c'est, voilà, t'arrives dans un village où des héros ont sauvé tout le monde quelques années plus tôt. Puis là, tu subis les conséquences de ce qui s'est passé. Là, je trouve ça dommage pour les joueurs. Tu vois, eux, il faudrait peut-être jouer les héros justement qui étaient arrivés avant, mais ces scénarios-là n'ont pas été réédités et n'ont pas été réadaptés en Savage World, en français en tout cas. Donc, pour l'instant, je le sors pas en campagne, seulement en one shot, et ça reste par contre, enfin, je trouve que c'est un très bon jeu. Il y a plein de bonnes idées dedans, quoi. Ouais, enfin, je me tais. Mon opinion sur Deadland n'intéresse personne. On s'en fout. Ah non, mais il y a aucun souci. Tu peux en penser ce que tu souhaites. Et comme je Non, te dis, après, j'ai pas joué à l'original, donc ça joue aussi sur ma perception. je trouve que c'est vraiment un super bon jeu, mais dans la campagne, enfin, les 4 campagnes, les 5, mais je parle, enfin, à chaque fois, quand on affronte les grands méchants, ouais, voilà, t'as la sucette qui est tendue, mais il y a énormément de boulot pour le MJ. Ouais. Là, Pour enfin, pardon. je suis pas prêt. Non, mais voilà, je suis d'accord avec toi. Beaucoup de boulot, ouais. Enfin, c'est un sacré ticket à rêve, mais avec du taf. Et hop, la question que j'ai complètement zappé de poser sur Kawaii, alors que c'est important, parce que là, on parlait rêve, on parlait travail système. Balancer un projet comme ça, niveau montage financier, à quel point on s'arrache les cheveux? Alors, le bon point, c'est que j'ai eu le temps de le faire et j'ai pu le faire dans la durée. Donc, effectivement, ça coûte. Par contre, voilà, déjà, c'était dans la durée. Donc, ça m'évite, j'ai pas eu à sortir tout le budget en un mois. Et l'autre chose aussi, c'est que le PDF est quand même en vente depuis le mois d'avril. Donc, moi, le jeu a commencé à me rapporter de l'argent dès le mois d'avril, en fait. C'est simplement là, au mois d'août, qu'il y a eu la sortie de la version imprimée. Mais ça a permis aussi de bien aider cet aspect-là. Ok, donc ouais, tu conseillerais pour tous ceux qui veulent se lancer dans la créa, déjà on sort le PDF? Oui. Alors, et je vous conseillerais même de faire, pour le coup, de faire ce que j'ai fait, le sortir, mais pas de le sortir sur Lulu. Le PDF, je l'ai sorti. Là, maintenant, il est aussi disponible sur Lulu. Sur Lulu, il y a le jeu en version imprimée avec son PDF. Mais à la base, j'ai sorti sur Drive-Thru RPG. Drive-Thru RPG, qui est un autre site pas bien connu, hein, je pense, de pas mal de monde qui me regardera. Sinon, il se retrouve, hein, qui propose que de la vente de jeux de rôle en impression à la demande ou en PDF. Mais il a surtout un avantage que ne présente pas Lulu, c'est que tu peux remettre à jour ton PDF autant de fois que tu veux. Alors, bon, j'ai constaté quand tu le mets à jour 3 fois la même journée, il bug un petit peu le site, mais là, c'est que j'allais peut-être un peu loin. Mais simplement, je le conseille pour tous les créateurs, surtout débutants, hein, ceux qui ont de l'expertise, il n'y a aucun souci, vous faites comme vous le sentez. Mais ceux qui sont débutants, vous commencez à le mettre en vente sur Drive-Thru RPG quand vous avez réalisé la maquette, enfin, quand la maquette est faite et quand les illustrations sont positionnées, même si tout n'est pas fini, c'est pas grave. Moi, c'était le cas. Au mois d'avril, il manquait 6 ou 7 pages, par exemple. Il n'y avait pas la préface et il n'y avait aucun plan. Et la relecture n'était pas encore faite. Donc, le jeu, il était tout à fait utilisable. Hein. 7 pages sur 340, il n'y a aucun souci. Les plans, bah, on pouvait se débrouiller. J'avais fait des schémas, mais qui étaient absolument affreux et ça, depuis, était bien remplacé par des vrais plans.
Et ça permet de bénéficier des retours de la communauté, en fait, des premiers acheteurs. La preview, tu peux régler une prévisualisation gratuite sur ton PDF, donc éventuellement, tu pourras avoir des retours grâce à ça. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Et en plus, les gens qui vont l'acheter, qui vont le lire, ils vont te faire des retours. Enfin, j'ai eu un acheteur passionné qui m'a posé des questions sur, oui, alors les Kawaïens, du coup, dans le monde de Kawaïens, quel est l'impact sur le chômage, par exemple? Tu vois, très précis comme question. Quel est l'impact, la présence des Kawaïens sur le chômage? Donc, je te remercie pour sa question, vu que c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir le creuser, même si c'est pas un aspect que j'ai plus développé dans l'ouvrage, hein, bien sûr. Mais il y a quand même un chapitre où on détaille les aspects un peu technologiques, économiques. Alors, voilà, c'est un seul chapitre, hein, donc hawaïen, c'est pas le plus gros truc. Mais voilà, tu as quelques paragraphes quand même qui répondent à ces questions. Voilà, quel est le niveau de vie des gens, comment ils sont soignés, comment est la médecine, par exemple, et aussi, voilà, économiquement, comment ça se passe. Donc, au moins, toutes les réponses, je pouvais les apporter avec ce qui était dans l'ouvrage. J'ai quand même précisé des choses grâce à ces retours. Et j'ai eu aussi pas mal d'autres retours qui m'ont beaucoup aidé dans d'autres sens. La maquette, je suis tombé sur d'excellents conseils. Alors, je dis, les gens, ils sont dans la page de remerciements. Alors, pseudonyme, j'ai vraiment eu d'excellents conseils de la part, par exemple, d'un professionnel de l'édition. Alors, je pense pas qu'il soit dans l'édition de jeux de rôle, mais c'est un professionnel de l'édition en général qui m'a donné d'excellents conseils pour améliorer la maquette. Ça a beaucoup aidé. Et niveau maquette, du coup, enfin, je sais pas si c'est pertinent, mais quel logiciel tu as utilisé pour avoir un Alors, aspect bien épuré? là, pour le coup, j'ai utilisé InDesign, mais ce sera la seule et unique fois. Je vais passer à un autre logiciel prochainement, vu qu'InDesign est très coûteux. Donc, ouais, typiquement pour le prochain projet, ce sera autre chose. Ok, bah, moi j'ai posé, j'ai oublié la moitié des questions, mais je suis parti dans n'importe quel sens. Ah, mais pas de souci. Hop. Et puis, je pars dans tous les sens aussi, donc à la limite, c'est pas grave. Ouais. On a bien souligné, je trouve, ce qui est les points forts de ton jeu, à savoir que c'est tout public. Ça n'a peut-être pas beaucoup insisté à quel point c'est. Enfin, ouais, c'est safe, quoi, c'est friendly. Je l'ai dit lourdement avec. C'est dur de déraper dedans, mais bah, c'est aussi pour ça, je trouve qu'il est très bien pour des petits jeunes. C'est que. Merci. Enfin, ouais, on n'est pas glauque, on tue pas son adversaire, les combats sont bon enfant. Voilà, on est sur quelque chose qui. Enfin, tu peux y aller avec des jeunes, tu choqueras personne, quoi. Faut vraiment être tordu pour réussir à choquer avec Kawaii, quoi, je pense que. Ouais, complètement, d'autant que effectivement, on peut peut-être aussi expliquer à ceux qui n'ont pas le jeu pourquoi personne ne meurt en fait. C'est-à-dire que en fait, si vos joueurs ils veulent absolument que leur kawaïen tue quelqu'un, ils peuvent, mais c'est bien marqué en dur dans le jeu pourquoi c'est pas une bonne idée. Déjà, c'est que ça correspond pas à leur manière de penser. Les kawaïens de base, ils tuent pas, ils font beaucoup d'affrontements amicaux, et en fait, on est plutôt dans un niveau de violence à la Astérix et Obélix. On est plutôt sur, ah bah tiens, enfin, tu l'entends parler très bien d'ailleurs dans ton autre vidéo, mais voilà, on va se bastonner entre kawaïens, on va faire des affrontements, mais c'est bon enfant, ce sont des combats amicaux. Même si on perd, on va pas chercher à se venger. Par contre, on pourra revenir d'ici quelques mois quand on sera un peu plus fort, on verra bien, on reproposera un petit combat amical, mais c'est pas une vengeance, c'est pas prendre en traître la personne au pire moment, c'est reproposer un combat à la loyale. Et il est bien marqué en dur dans le jeu. Si jamais à un moment, vos joueurs ils veulent absolument que leur kawaïen tue quelqu'un, bah, tant pis, vous dites oui. Mais vous les prévenez avant que les kawaïens et les humains, ils vont se liguer contre eux. Quoi. Ça va être vraiment, ils vont être pourchassés absolument par tout le monde. D'autant que les kawaïens disposent de facultés particulières. Et par exemple, les kawaïens des ténèbres, dans certaines conditions, peuvent lire les pensées des gens, ce qui facilite énormément ce type d'investigation. Kawaïen n'est pas un jeu d'enquête. Et le fait de proposer aussi ce type de faculté, ça fait que même si un meneur essayait à un moment d'inventer un scénario lié à l'enquête, ça pourrait être complètement rushé pour repasser aux scènes d'aventure, d'action, que les joueurs sont peut-être venus trouver. Ah oui, oui, certains pouvoirs permettent de squeezer les enquêtes. Alors, c'est qui l'assassin? Bon, facile, lecture, c'est bon, on a le bon en prison, fin de l'histoire. Elle est où l'aventure? Complètement, ouais. Ah ouais. Et Et- Pardon. non, je t'en prie. Ah non, moi, j'allais essayer de gratter des infos sur alors ton prochain jeu, Ah qu'est-ce oui, que c'est? Donc, ça roule. Bah, il est encore un petit peu, enfin, je peux t'en parler si tu veux, même si c'est encore un peu tôt pour le dire, mais notamment, j'aimerais bien un jeu de rôle qui permette d'avoir des combats de magie différents de ce qu'on nous propose, en tout cas de ce que moi j'ai pu trouver dans les jeux auxquels j'ai joué, les jeux que j'ai lus. J'aimerais bien des combats de magie beaucoup plus dynamiques, alors où ce soit pas juste bah, le premier qui rate son jet a perdu, tu vois. J'aimerais bien une sorte des enjeux, une prise de risque de la part des joueurs dont les personnages jouent des magiciens et qui permettent là avec un peu de chance, on va dire, de faire triompher le magicien qui aura pris plus de risques au bon moment et qui aura eu de la chance.
J'aimerais bien proposer dans les espèces une espèce, alors sans doute des classiques, hein, il y aura probablement les elfes, nains, etc. Mais j'aimerais bien aussi une espèce quasiment immortelle en fait. J'aimerais bien trouver un moyen d'équilibrer en termes de game design une espèce quasiment immortelle avec les espèces traditionnelles. Et c'est faisable, j'ai déjà quelques idées, mais ça va nécessiter beaucoup de temps et de playtest pour être affiné. En sachant que voilà, quand on reprend sur les Kawaïens, par exemple, bah, ils sont déjà pratiquement immortels eux-mêmes. En fait, quelque part, on propose dans le jeu de jouer une créature où tant que le joueur fait attention aux décisions de son personnage, il mourra jamais. Et, enfin, de vieillesse peut-être, mais ça arrivera hors scénario. Mais on est vraiment sur des créatures qui sont surhumaines pour faciliter aussi la prise de risque. Donc, tu peux facilement perdre un combat, tu peux être en difficulté, mais ces difficultés, dans le pire des cas, c'est bah, tu as perdu un combat, tu t'es fait capturer par les méchants dresseurs et éleveurs de Kawaïens, et puis bah, il va falloir trouver un moyen de t'échapper, ou quelqu'un d'autre va essayer de te libérer. En fait, les échecs comme ça vont pas entraîner la mort du personnage, elles vont entraîner des rebondissements qui vont permettre de continuer la campagne sur une autre dynamique. Oui, quand tu es à 0 point de vie, tu meurs pas. Quand tu es à 0 point de vie, tu es juste HS pour un petit moment. Il faut être 3 fois de suite à 0 point de vie pour mourir. Ça, faut vraiment forcer, Ouais, quoi. ouais complètement. Ouais. Donc, alors, il y a quelques trucs, hein, les dégâts des chutes très très hautes. Par exemple, j'étais obligé de les rendre mortels, sinon ça générait des soucis du genre, bah, ok, je me jette d'un immeuble en attrapant quelqu'un, et puis moi je sais que je vais survivre. Enfin, il y avait d'autres soucis qui font que certains dégâts, comme la chute ou évidemment tomber dans la lave, ça peut être mortel, mais c'est vraiment les cas exceptionnels. Et tout le reste des affrontements, un Kawaïen peut se faire tirer dessus par 3 chasseurs armés de fusils. Alors, à 1 contre 3, il a une chance de gagner, le Kawaïen, hein, qui est quand même très fort. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, il va pas mourir. Les tirs de fusil vont pas le tuer. Au pire, il va sombrer dans l'inconscience et se faire capturer. Et bah, du coup, écoute, on va. Hop. Ouais, c'est bon, on n'est pas encore à l'heure du tout. Mais parce que là, vous le savez pas, mais pour nous, on atteint sur midi. Et puis, la question, ouais, si je me demandais, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose? Moi, je prendrais bien le rendez-vous pour toi quand tu as avancé dans ton projet et puis que ça sera dispo en PDF, playtest, tout ça. Tu repasses pour nous parler de comment tu as développé ton game design pour le futur jeu. Je te remercie, c'est gentil. Bah, on peut éventuellement redire ou rappeler quelques points, hein. Déjà, si ça te va. Ah ouais, mais ça me va complet, hein. Bon, bah, déjà, un point, alors on l'a évoqué, mais vraiment du bout des lèvres. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de le redire, c'est que la complexité du jeu dans Kawaïen, il n'est pas très complexe, mais la complexité vient vraiment de ton choix de Kawaïen. C'est pour ça que, par exemple, hein, le cliché, c'est le débutant complet qui a juste joué au Monopoly et qui a jamais fait de jeu de rôle de sa vie. Tu vas aller prendre un Kawaïen, par exemple, de la terre, de l'eau, du feu ou de l'air. Enfin, pardon, excuse-moi. Tu vas pas lui prendre justement cela, tu vas lui prendre un Kawaïen de la lumière ou des ténèbres, qui sont plus simples à jouer. Tu vas lui prendre un style de combat où il n'aura pas de concentration, il sera du coup beaucoup plus offensif, il sera peut-être plus défensif, donc il sera aussi bon que les autres, mais il n'aura pas à gérer une jauge de concentration, donc tu ne poseras pas de questions, le joueur. Et puis pareil, tu as ton choix de capacité, ton choix de profil. On évoquait les états tout à l'heure. En toute première séance avec des débutants complets, moi je ne conseille pas de prendre les états. Je le dis hein, dans le jeu, je ne conseille pas de prendre des capacités qui génèrent des états. Les pré-tirés d'ailleurs qui sont proposés, ils génèrent pratiquement pas d'états en fait, et c'est des pré-tirés niveau 1. Et tout ça, ça va permettre aux débutants complets d'avoir un personnage beaucoup plus facile à jouer. Là où l'aguerri du jeu de rôle, lui, va se prendre une famille secondaire, une famille principale un peu plus complexe. Il va se dire, ah oui, est-ce que je prends la terre qui est plus résistante ou l'air qui est beaucoup plus discret, beaucoup plus rapide, beaucoup plus tout ce qu'on veut, sauf solide, quoi, qui est pas solide. Est-ce que je prends autre chose et je me prends un style de combat avec de la concentration, vu que je trouve ça sympa de pouvoir jouer avec ma jauge, etc. Et puis, je prends un profil un peu plus péchu et je choisis des capacités qui vont bien, quoi. Bon élève, je lève le doigt. Du coup, au niveau des analogies, moi, un des points qui m'a étonné, puis bon, parce que je suis très néphilim, machin, c'est un des rares jeux où on voit le feu qui est associé à l'aspect social ultra baratin. Ils Ouais, sont bons en parole, et du coup, j'étais curieux de t'entendre, le feu associé ça roule. Mais oui, au en feu. plus, tu l'avais évoqué que tu voulais me poser une question là-dessus. Parce que le feu, c'est la passion, en fait. Moi, c'est à la fois la passion, l'amour, la haine. Donc, je trouvais ça normal que les Kawaïens du feu, tous les Kawaïens, en fait, ont leur
petite spécialité en termes on va dire de compétences au sens large. Et donc les kawaïens du feu, ça va être vraiment oui la parole, la séduction aussi, mais je précise qu'ils sont un peu plus colériques aussi, que sa passion, ça va dans les deux sens. Les kawaïens de l'air, donc on l'a dit, c'est plus discret, plus rapide. Les kawaïens de la terre sont beaucoup plus solides que les autres. Et puis du coup, les kawaïens de l'eau, alors je ne vais pas faire de blagues sur la mémoire de l'eau qui peut faire débat pour certaines pratiques plus ou moins éloignées de la médecine, mais en tout cas, l'idée c'était que ce soit plutôt les intellectuels, ceux qui ont des connaissances, et donc quand vous jouez un kawaïen de l'eau, vous avez des bonus d'attributs liés à cette faculté. Là où ceux de la lumière, comme tu disais, sont moyens tout le temps, et ceux des ténèbres, ils peuvent répartir leurs points comme ils veulent. Du coup, hop, je rediverge. Mais oui, dans tous les jeux à affinité symbolique élémentaire, c'est toujours la question entre l'eau et l'air. C'est lequel qui va faire l'intello, c'est lequel qui va faire la dextérité. Oui. L'eau étant l'adaptation, l'air, voilà. Ouais, alors c'est une bonne question. T'as raison. Là, l'idée, c'est comme l'air, ça entraînait des kawaïens plutôt typés oiseaux, ils sont forcément plus discrets, plus rapides. Donc c'est ça qui m'a fait faire ce choix-là. Je trouvais que c'était cohérent avec le fait de faire moins de bruit, par exemple. Si tu es en train de voler à 30 cm au-dessus du sol, du coup, mécaniquement, dans le système, on a vraiment un système qui est au service là-dessus de la narration. Mécaniquement, ton kawaïen de l'air est beaucoup plus discret, puisque la plupart du temps, tu peux être en train de volter, en tout cas un petit peu. Et par contre, au niveau des affinités élémentaires, ce qui est amusant, c'est que donc, tu as l'eau qui est plus forte contre le feu, évidemment. Tu as le feu qui brûle l'air, donc il va être plus fort contre l'air, etc. Et les ténèbres, eux, ils vont être opposés à tout le monde. Les ténèbres, ils vont être simplement opposés à tout le monde. Je trouvais que ça faisait sens aussi, puis ça me rappelait, j'avais vu ça dans un vieux jeu de figurines, Confrontation, où je trouvais l'idée intéressante au niveau de la magie. Là où la lumière va être plutôt protégée contre tout le monde, mais dans tous les cas, même la lumière et les ténèbres, il y aura un désavantage qui fera que mécaniquement le personnage sera aussi équilibré que les autres en fait. C'est sur le équilibré ténèbres, dans le jeu, alors, on arrive sur les petits points de détail, mais en gros, par exemple, vos caracs, ça va être lié justement à quel type d'élément vous choisissez. Et les ténèbres, c'est clairement le chaos. Hein. C'est la seule ligne où c'est réparti tes points, quoi. Oui, tout à fait, oui. Et par contre, c'est pas les ténèbres en mode, je suis Sauron et je suis machiavélique, je suis un peu filou, un peu cachotier. Ça reste compatible en fait pour qu'il n'y ait pas de PVP, pour que les joueurs commencent pas à faire que leurs kawaïens s'affrontent les uns les autres. Alors déjà, normalement, ça leur rapporte rien à leurs kawaïens de s'affronter entre eux. Ça c'est marqué dans les règles, mais en plus, les ténèbres sont pas si méchants. Ils sont effectivement plus chaotiques qu'autre chose. Oui, c'est plus l'ombre que le mal, quoi. C'est clairement pas. Complètement. C'était aussi pour sortir des clichés. En fait, je souhaitais pas spécialement qu'il y ait on peut voir ça souvent dans des œuvres de fiction, les ténèbres, c'est forcément les méchants. Non, je trouvais ça plus intéressant là que d'inverser en fait la proposition de Pokémon et que les méchants ce soient les éleveurs humains. Alors une minorité d'humains pour le coup, la plupart des humains accueillent très bien les kawaïens. Dans le jeu, on précise bien, il y a un village d'accueil par exemple, un village où vivent les kawaïens qui est présenté, où vivent les PJ, je veux dire. Mais il y a plein d'autres villages de par le monde où il y a d'autres kawaïens qui sont bien accueillis. Ils sont accueillis non pas que les gens sont tous hyper sympas de nature, mais simplement qu'un kawaïen, c'est vachement pratique en fait. Il peut soulever des rochers. Quand il grandit suffisamment, un kawaïen de l'air peut faire des trajets en volant au loin. Ils ont d'autres facultés. Les kawaïens de la lumière peuvent guérir des blessures, même des blessures très graves. Donc, je veux dire, c'est donnant-donnant, quoi. Tout le monde y gagne à ce que les humains et les kawaïens s'entendent bien en harmonie. C'est vraiment la minorité d'éleveurs qui vient briser ça, en ayant trouvé donc une manière d'asservir des kawaïens dans la durée. Alors, je voulais un truc qui rappelle un petit peu le principe de la Pokéball, si tu veux. En Pokémon, la proposition, c'est quand même, t'es un gentil humain, t'es sûrement très gentil, tout ça, mais tu vas quand même aller voir des Pokémon qui n'ont rien demandé à personne, tu vas leur balancer ta Pokéball dessus, et puis maintenant, c'est bon, ils n'en sortent pas, sauf 5 minutes par jour quand t'as décidé, quoi. Pour se foutre sur la gueule. Voilà. Et alors, bon, il y a une ou deux exceptions, évidemment. Tu as toujours un Pikachu qui est copain avec le héros. Il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est fait pour les enfants, donc, le dessin animé en particulier. Donc, ça tourne très bien, il n'y a pas de problème. Mais je n'étais pas du tout ça. Au contraire, là, c'était très amusant d'inverser la proposition, de faire que les éleveurs soient la menace. Et au fur et à mesure des scénarios en fait, de la campagne, les joueurs vont découvrir à quel point c'est vraiment une très forte menace. Et globalement, bon, là, ça, on peut le spoiler, si les joueurs, si à travers leur personnage, les joueurs ne réagissent pas,
à terme, c'est vraiment tout le peuple de Kawaïens qui va se retrouver asservi par ces éleveurs qui gagnent en fait en nombre de jour en jour. Donc là, c'était l'idée vraiment de redonner le pouvoir aux joueurs à travers leurs personnages, dans le sens, voilà, c'est vous les héros de l'histoire, c'est vous qui pouvez sauver votre peuple et faire en sorte qu'on revienne à l'équilibre d'avant où les Kawaïens et les humains vivaient en harmonie, quoi. En termes de grosse surlecture, j'oserais presque dire il y a un aspect écolo au sens des humains qui vivent en Oui, harmonie avec les animaux et que, enfin, parce que les Kawaïens, c'est une forme d'esprit animaux enfin, élémentaire, je pense que tout le monde l'a compris, et où effectivement ils peuvent nous apporter beaucoup, et puis des humains qui sont très ouais, à réduire en esclavage. Et le point que tu soulignais justement en critique sur Pokémon, il y a, enfin, les Cassos, la série, ils ont fait quelques épisodes sur Pokémon, ouais, où les dresseurs, c'est des psychopathes finis. Mais bah, il y a tout de à ça. fait. Ouais. C'est facile à détourner, effectivement. On Ouais. voit bien que de base, c'est bizarre, quoi, comme proposition. Tu es Et, mon ami, mais je t'enferme. Enfin, complètement, ouais. Ah ouais. L'autre chose aussi, en fait, j'ai voulu rendre le monde vraiment cohérent. Donc là, les retours que j'ai eu, pour l'instant, en tout cas, me confirment que c'est réussi. Notamment, toi, puisqu'on en a parlé de ça, qu'est-ce qu'ils mangent comme viande les personnages de Pokémon? Ok, ils mangent, on sait qu'il y a des légumes, des choses comme ça, mais quand ils mangent de la viande, ils mangent quoi? Et un steak de Pikachu, tu vois, une brochette de Dracofeu, tu vois, c'est quoi? Moi, j'ai pas vu d'animaux, quoi. Et donc, bon, quand tu commences à te poser la question, tu te dis mince, bon, bah, dans Kawaïen, la réponse, elle est donnée. Tu l'as bien dit, ils sont à moitié esprit de la nature, donc ils sont pas nutritifs, en fait. Leur chair n'est pas nutritive. Comme ça, voilà, encore une fois, le meneur n'a pas de questions à se poser, c'est indiqué en dur. Personne, personne ne va chercher à manger vos Kawaïens. ouais, on ne mange pas les Kawaïens, et les Kawaïens sont herbivores. Oui, complètement. Et voilà, de la même manière. Ouais. Et c'est vrai que tu mentionnais la dimension écolo. Oui, je l'ai souhaité. Voilà, ça décrit un monde vraiment qui est plutôt écologique, alors avec des explications proposées dans l'ouvrage de pourquoi ils sont plus écologiques. Là encore, c'est pas que les gens sont plus spontanément tournés vers la nature, c'est juste qu'ils n'avaient pas le choix. En fait, les humains étaient obligés, pour des raisons expliquées dans l'ouvrage, ils étaient expliqués d'être obligés d'être écologiques, sinon ça ne tournait pas, quoi. Alors avec quelques exceptions, tu as une capitale qui est hyper urbanisée, où sont produites toutes les machines en fait du pays, et parce que voilà, ça peut pas marcher tout le temps non plus, et puis ils ont besoin d'industrie quand même pour fonctionner, mais ils l'ont centralisé. Et dire oui, enfin, on n'a pas trop. Enfin, ça transparaît à certains points de l'interview, mais effectivement, le monde a quand même une grosse cohérence pour un jeu qui part d'un délire gamin à la Pokémon où il n'y a rien de très cohérent dans Pokémon, hein. Et bah, c'était marrant la remarque justement que tu ramenais sur le chômage, parce que c'est vrai que vu les puissances des Kawaïens, t'as envie de dire on n'a plus rien à foutre, on n'a plus d'avion, on n'a plus de grue, on a des trucs qui font ça mieux, gratos, Ouais. Bah, pour 3 bouts bon, d'heure par jour. bah, c'est bon, bah là, du coup, on va spoiler un tout petit peu, mais justement, c'est une des réflexions d'un des humains dans la société, dans l'ouvrage du Kawaïen. C'est se rendre compte que les humains se mettent de plus en plus quelque part au service du Kawaïen. Alors, des Kawaïens, alors c'est de la collaboration, mais je veux dire, pourquoi t'embêter à faire, c'est écrit dans l'ouvrage, hein, pourquoi t'embêter à faire 8 ans ou 9 ans de médecine pour devenir médecin? Quand il suffit d'un Kawaïen de la lumière, il va te faire un équivalent d'imposition des mains et il va tout guérir. Alors, pas 50 fois par jour, mais il va quand même guérir à un rythme très important par rapport à ce que tu feras avec tes médicaments. Il y a plein d'humains qui font cette réflexion-là, donc forcément, ça entraîne une forme de rejet de la part d'une minorité de la société et qui, du coup, entraîne les éleveurs, enfin tels qu'ils sont en tout cas. Le, voilà, ils n'ont pas encore trouvé leur équilibre. En fait, les deux espèces n'ont pas trouvé leur équilibre au moment où les scénarios commencent. Et c'est là qu'il y a quand même plusieurs lectures de jeu. Ouais, on est Oui, dans la campagne, hein, ouais, où complètement. effectivement, ouais, t'as le côté tout simple, écolo, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Et je l'avais dit dans ma vidéo, il me semble, mais ouais, les méchants ont des réelles raisons d'agir. Mm. C'est bon. Oui, voilà, qui sont expliqués. Alors, l'idée, c'était effectivement cette double lecture. Ça fait que voilà, le jeune ou le joueur plus occasionnel ou même qui n'a pas envie d'y réfléchir, lui, il va juste se dire bon, bah voilà, on va faire des petits combats de kawaïens, c'est rigolo, le scénario d'aujourd'hui, voilà, on s'amuse bien. Et puis, les joueurs ou les joueuses qui veulent prendre le temps un peu d'y réfléchir, ils vont voir quand même que c'est une histoire de lutte contre l'esclavage. Enfin, il y a effectivement toute cette double lecture qui s'instaure. Et puis, bah voilà, où est-ce qu'on va si jamais on les laisse faire ces éleveurs. Ça permet à ceux qui le souhaitent, en tout cas, voilà, d'enrichir les séances et puis d'entraîner du coup beaucoup plus d'événements dans la durée. Alors, je sais pas, on va peut-être pas dévoiler plus de détails sur les raisons pour lesquelles le grand méchant fait ce qu'il fait, etc. Mais voilà, tout est expliqué dans l'ouvrage, effectivement, avec
C'est pas que lui, il y a un autre humain qu'on rencontre assez tôt dans l'histoire, un professeur, enfin une professeure même, qui a aussi des raisons tout à fait valables de faire des choses malveillantes, et les joueurs auront l'opportunité de se faire rencontrer par le biais de leurs personnages très tôt dans l'histoire. Les actions des méchants, c'est pas juste parce que on est des méchants. Voilà, c'est ça. Et eux, ils estiment avoir de bonnes raisons qui sont expliquées dedans. Et après, tout le monde, encore une fois, n'est pas méchant. Il y a plein d'humains qui accueillent très bien les Kawaïens. Ils peuvent avoir un allié humain, d'ailleurs, qui est... alors là, encore une fois, l'idée, c'est que ce soit vraiment les personnages joueurs qui soient au centre des événements. Donc, typiquement, l'humain, il est complètement inutile en combat. Il n'a pas un super fusil ou je ne sais quoi qui lui permettrait de participer en combat. Il est absolument inutile dans ces situations. Mais ça a son intérêt. Il permet au meneur ou à la meneuse de s'exprimer par la voix de ce personnage, de dire, ah bah tiens, peut-être que vous devriez faire ci ou ça. Très libre aux joueurs de décider que leurs Kawaïens le font ou pas. Mais en tout cas, cet humain-là, il est présent très tôt dans la campagne. Et puis bon, il peut donner des petits côtés plutôt utilitaires, en fait, tout simplement. Voilà, lui, il peut utiliser des objets, des choses comme ça, parce que les Kawaïens ont cette contrainte-là, ils n'arrivent pas à utiliser les objets trop fins, quoi. Ils font rien de plus tu pourrais faire un chien bien éduqué, donc ils peuvent ouvrir une porte en tournant la poignée, mais ils sont pas capables de conduire une voiture, quoi. Les voitures, les ordinateurs, lire et écrire, c'est pas pour eux, quoi. Voilà. Alors, ils savent lire, pour le coup, puisqu'ils ont une connaissance commune qui est partagée entre eux, qui là encore facilite la compréhension de la part des joueurs. En fait, le joueur, on lui dit clairement, ton Kawaïen, il sait reconnaître une voiture, il sait reconnaître une télévision pour les raisons qui sont indiquées dans l'ouvrage. Mais par contre, il ne sait pas écrire parce qu'il n'y arrive pas, en fait. Il n'a pas la dextérité pour ça. Donc, les solutions que tu vas devoir trouver, c'est pas j'attrape un fusil et je tire sur quelqu'un. Les solutions que tu vas devoir trouver dans le scénario, c'est comment je me débrouille avec mon personnage pour y arriver, quoi. Bah, du coup, moi, je trouve qu'on a bien fait le tour, mais si toi, tu as quelque chose ou tu as de la chance sur la bouffe, sinon moi, je serais reparti sur ta collection à te faire, ouais, alors tes jeux, tes machins. Aucun souci. Après, on peut quand même diverger sans problème. Mais alors, déjà, il y a deux points, je pense, intéressants de souligner. Le premier, c'est que voilà, Kawaïen, c'est un ouvrage donc, qui se veut tout en un. Il y a les règles, le bestiaire, voilà, scénario, etc. Vous l'aurez compris de toute façon en voyant les vidéos du Vieux Geek. Alors du coup, ok, si c'est un ouvrage tout en un, pourquoi il y en a deux? C'est une question très pertinente, effectivement, qu'on m'a déjà posée. Il y en a deux parce que dans le livre du joueur, qui est celui-là, qui est beaucoup plus petit, il y a uniquement ce qui est lisible par le joueur sans se spoiler. Donc, les règles, des pré-tirés. C'est en fait globalement les 140 premières pages de celui-là. Donc, il y a zéro spoil dedans et ça permet, pour ceux qui le souhaitent, un confort en fait à la table de jeu. C'est-à-dire que le meneur, si jamais il est en train de lire son scénario, d'animer la partie, si un joueur souhaite vérifier un point, alors bon, les règles sont assez simples, mais on ne sait jamais s'il souhaite vérifier un point ou s'il était en train de créer son personnage il est un peu en retard, etc. Et il prend l'autre livre, en fait. Il prend l'autre livre pour le faire et ça évite que le meneur ait besoin de donner son ouvrage. Et l'autre chose utile, c'est si jamais vous avez une partie de jeu de rôle de Kawaïen ou d'autres choses qui est prévue, et puis bah voilà, il y a le meneur qui est en retard ou où il faut faire la création de personnages, ça va prendre 1h30. Bah, rien qu'avec le livre du joueur, vous pouvez jouer. En fait, vous pouvez jouer en mode arène. Vous faites donc c'est précisé dedans. Vous faites un petit affrontement entre Kawaïens si vous le souhaitez. Ça peut se faire même en une demi-heure, hein, tranquillement. Et puis ça permet de dynamiser un petit peu l'attente avant de passer à autre chose, éventuellement de cliquer dessus. Donc les deux ouvrages. Après, on est dans un truc quand même traditionnel, quoi. Le livre des règles accessible aux joueurs, et puis le livre avec les secrets, et puis le truc plus étendu pour le MJ. Voilà, complètement. Sachant qu'il y a tout, dans celui-là, il y a tout de toute façon. Donc, il y en a qui se contentent de celui-là, il marche très très bien aussi, hein, puisque le livre de joueur, c'est une répétition des 140 premières pages. Voir avec des ptios, c'est vrai que bah, toi, tu as 8 ans, la tentation de tricher, d'aller fouiner dans le scénar de fin. Ouais, et puis bah, comme ils sont en PDF aussi, ça peut être pratique pour préparer les personnages à l'avance aussi. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas obligé de lâcher. Celui qui en a un qui achète le PDF du livre du joueur, il le passe à tout le monde. Et puis, ça permet de préparer tranquillement sa partie, enfin ses personnages, chacun de son côté. Et comme ça, vous arrivez à la séance, bah, vous êtes déjà avec votre feuille qui est prête, quoi. Ok. Et je repars dans ma tête, mais au tout début, tu nous as parlé de Star Wars. Donc, hop, Ouais. on sait que tu aimes bien la Medfan. On sait que tu as bien débuté, enfin, que tu as bien aimé Star Wars. Donc, hors Medfan, c'est quoi ton style de truc que tu aimes bien, mais surtout pourquoi?
Ah oui, alors c'est une très bonne question. C'est vrai qu'effectivement, ouais, je menais pas mal de mes fans en général. Je vais bien aimer aussi le contemporain avec une note de fantastique. Euh, J'aime bien ce côté, on part de notre monde réel à nous et puis on twiste quelque chose. Et c'est là-dedans que que les joueurs vont, à travers leurs personnages, vivre des aventures. Je suis un petit peu science-fiction, mais pas forcément énormément. Et alors aussi, ce que j'aimerais bien, mais que je trouve pas forcément beaucoup, c'est les ambiances plus historiques en fait. J'aimerais bien arriver à trouver un livre des jeux de rôle qui soit à la fois plus historique, vraiment où il y a très peu d'inventions, vraiment des événements qui sont vraiment produits et en tout cas dans une histoire vraiment cohérente et qui correspond à la réalité, et avec un système de règles pas non plus trop prenant. Par exemple, on m'avait dit le plus grand bien du jeu de pirate de Black Book Edition au niveau de sa cohérence historique, mais c'était le pavillon noir, voilà, mais c'est une quantité impressionnante de texte aussi, donc c'est pas forcément ce que je recherche. Ouais, c'est Mais vrai j'ai mené par contre ouais. Ah non, mais c'est sur les jeux historiques, j'en avais pas beaucoup en tête. Hein. Tu as cité Pavillon Noir, on a Tedeum, mais qui a aussi enfin, son seul défaut, qui est son immense qualité, c'est que c'est un pavé culturel monstrueux. On a quoi qui est très bon? On a Crime, avec des règles d'ailleurs relativement souples, mais c'est pareil. Hein. Enfin, si tu veux un jeu historique, il y a grosse cohérence. Et on a celui des 12 singes, que je vais massacrer le nom, la AVAM, machin. Je sais plus si t'as le nom en tête. Non, mais effectivement, j'en ai entendu parler aussi il y a Je quelques l'ai à temps. 2 Alors, mètres. Je saute dessus, comme c'est le petit côté ça roule. spécifique. J'aime bien avoir les bonnes rêves. Ça roule. Bah, en attendant, je peux aussi dire qu'il y avait, je crois que Byzance en 800, Byzance en 800, même si c'est dans le monde de Cthulhu, je crois que l'auteur s'était énormément renseigné sur l'aspect historique et qu'il y a plus de 90% de faits avérés et corrects historiquement dedans. Mais pareil, c'est une Bible, quoi. Il fait cette écriture-là, je crois. Enfin, t'as celui-là en pas trop Bible, quoi. Que moi, ça a été une bonne surprise. Et Oui, eh ben, ouais, je vais y jeter un œil, ouais. Medium Aveum, c'est pas mal. Et on est vraiment sur de l'historique au sens où le choix est volontairement le fantastique qui dégage. On est sur de l'historique. Parce que je trouve que c'est une tendance aussi. Bah, enfin, le débat est ouvert, mais par exemple, tu as des jeux qui se veulent historiques, mais dès le scénar d'intro, tu as des démons dedans. Oui. Même si je peux trouver qu'ils peuvent être très bien en tant que jeu, je trouve que le qualificatif d'historique, bah non, enfin, c'est pas historique du coup, quoi. Oui, oui, oui. Et après, du côté des auteurs, c'est pas forcément évident. Enfin, on a eu quelques loupés quoi, de jeux aussi, que ce soit historique ou pas, mais je veux dire des jeux où le scénario proposé dans l'ouvrage n'était pas cohérent avec la proposition de jeu qu'on avait derrière. Donc ça se ressent là dans l'exemple que tu donnes, mais en fait ça se ressent dans d'autres jeux aussi. Ça, je pense, que c'est toujours dommage. Il faut un scénario d'intro qui soit vraiment cohérent, qui propose vraiment euh, de, de mener ce qui est décrit quelques pages plus tôt dans les chapitres dédiés aux meneurs. Donc ouais, ça ne m'étonne pas, ouais, ce que tu indiques là. Après, ça m'a pas empêché de mener des super campagnes, par exemple, de pirates avec Savage Worlds. Il y a un univers de pirates, donc je vais écorcher le nom complètement. Si jamais je le prononce, je vais plutôt le montrer. Mais on a ici un superbe ouvrage, bac à sable, ambiance pour le coup Pirates des Caraïbes, mais vraiment décomplexé, quoi. Tu peux jouer un poulpe humanoïde, tu fais de la magie, tu es sur une archipel complètement imaginaire. Et ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que, alors là, je prends une page au hasard, hein, mais en fait, tu as toute l'archipel qui est décrite et tu as réellement, là, du coup, un bac à sable qui est offert aux personnages joueurs. Ils peuvent aller à n'importe quelle ville de cet archipel et il y aura des quêtes. Donc, tu as une sorte de macro-quête, une campagne générale qui leur est proposée. Mes joueurs n'en avaient rien à faire. Et ils préfèrent aller se balader un petit peu partout, jouer aux pirates. Alors, tu as des quêtes quand tu te promènes, mais en plus, tu peux même, tu as les valeurs, par exemple, des matériaux qui diffèrent en fonction de l'endroit où tu es. Donc, pour peu que tu te renseignes suffisamment, tu peux aller attaquer un bateau et puis récupérer du bois, du fer ou je ne sais quoi, et aller le revendre plus cher ailleurs. Donc, en plus, tu fais vraiment une marge énorme. Ça, voilà, c'était excellent, quoi. Beau bouquin. Alors, bah, du coup, il n'a jamais été traduit, malheureusement. Mais voilà, de belles sessions de pirates non historiques pour le coup, mais qui étaient très fun. Ok. Ben, hop, tiens, Medium Aveum, d'ailleurs, j'en ai jamais parlé. Peut-être quand j'en parle, un de ces quatre. Je s'en fout. Je s'en fous. Ah non, et, tu fais bien. Moi, je pense que je le lirai à un moment. Je l'achèterai
Après, je sais pas encore si je garderai le système de jeu. C'est ça auquel je réfléchirai. Ah, moi, je l'ai pas depuis longtemps. Pardon. Après toi. Oui, non, je t'en prie, ouais, tu l'as pas. Oui, il vient d'arriver là, c'est ça? Ouais, je l'ai pas depuis longtemps, mais franchement, j'ai même pas fini de tout lire et j'en suis à un quart et ça a vraiment été, en plus un quart, toi, réparti, je lis pas du tout en linéaire. Ça, ouais, ça a vraiment été une belle surprise, quoi. Toi, dans l'esprit, il y a encore rien qui m'a donné envie d'hurler puis de dire hérésie, quoi. C'est non, plutôt de la très bonne surprise. Et il a cet aspect plus abordable qu'un TDOM qui est génial, hein. Mais voilà, quand tu le lis, TDOM, tu t'amuses pas voilà, tu te dis pas, tiens, j'ai une demi-heure, Ah j'ouvre un oui, endroit, est-ce ouais, que tel sujet me plaît? Non, tu prends des notes, quoi. C'est ouais, je comprends. Alors ultra ça, exigeant. Pardon. ouais, non, non, mais c'est moi, excuse-moi. Je suis d'accord avec toi en tout cas. C'est un Ouais, point, on est obligé de le prendre en compte, là, le temps de préparation, quoi. et les vrais bons jeux historiques sont quand même super exigeants, quoi. Voilà. J'ai TDOM là-bas, je vais pas me relever pour repartir sur TDOM. Voilà, faudra que je fasse des vidéos sur les jeux historiques, mais TDOM, ça casse des dents, hein. Je sais pas, tu l'as lu ou pas? Non, 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 pas du tout. Donc pour le coup, j'y jetterai un œil sûrement à l'occasion. Mais c'est pas longtemps en fait que celui-là j'en ai entendu parler. J'étais complètement passé à côté au départ. Ah, t'en as pour 2 mois de lecture, hein. Mm. C'est vraiment, mais tu goûtes, c'est ce genre de jeu où t'apprends, mais t'apprends à chaque page, quoi. Mm. Mm. C'est super enrichissant, mais c'est super exigeant. Ouais, bon, ça viendra sûrement. Alors, et puis pour continuer de répondre à ta question de tout à l'heure, c'est vrai qu'autrement j'avais pu mener un petit peu aussi enfin, un petit peu même pas mal au bien connu INS, Innominé Satanis, où j'ai fait, je sais pas trop, 50, 100 séances peut-être dedans. Alors, ajouter, ouais, Savage World, c'était plutôt entre 200 et 300 séances, donc pour donner une idée. Mais voilà, qui est complètement bancal sur les règles, Innominé Satanis, surtout, j'ai envie de dire presque toutes les éditions confondues, mais toujours très fun. Et puis là, la proposition, elle se comprend tout de suite, quoi. Ça, c'est un jeu qui a l'avantage que c'est accessible à tout le monde en termes d'imaginaire collectif. Je veux dire, tu joues un démon ou un ange un peu bêta, entre guillemets, pour le dire gentiment, enfin un petit peu particulier, dans notre monde à nous, ça parle à tout le monde, là où le médiéval fantastique, même si c'est beaucoup démocratisé en fait au fil du temps, il y a encore des gens qui n'ont jamais vu le Seigneur des Anneaux, qui n'ont jamais vu le Trône de Fer, donc du coup, quand tu essayes de mener une partie avec eux, comme ils vont pas partager le même imaginaire par exemple, que moi ou que certains des joueurs ou joueuses à la table, on voit qu'à un moment ça coince. On va faire une pause pour leur expliquer qu'un orc, bah, ça vit pas dans l'eau, quoi. Un orc, il est ouvert, il est très fort, etc., quoi. Et c'est là où les jeux comme Innominé Satanis sont excellents pour brasser en fait pas mal de monde et pouvoir mêler typiquement des joueurs plus occasionnels et puis des aguerris. Il faut juste être un peu souple sur le système de règles, on peut dire. Oui, bah, de toute façon, même les grands fans d'INS, je me mets dedans. Je connais pas grand monde pour défendre que c'est les meilleures règles qui ont été écrites, quoi, hein. Ouais. Ouais. Et je te remercie pour ta vidéo sur la version futuriste, là, dont j'ai oublié le nom, de d'INS, où moi ça confirme ce que j'avais vu en faisant une partie une fois, où c'était tombé complètement à plat. Les Ouais. joueurs n'avaient pas accroché du tout. Alors je sais plus comment ça s'appelle. C'était l'Inquisitorus. Mm. Mm. Ouais, voilà, c'est pas ouf. Après, Mm. c'est même toutes les bonnes gammes ont quelques petits ratés, quoi, voilà. Et c'était un Complètement. coup d'essai, c'était pas un coup de maître. Non, tu Mm. dégages l'abeille, tu vas voir ailleurs. Petite attaque Bon. d'abeille. Mais ouais, non, la Stella, c'est vraiment pas, ouais, c'est pas ouf, quoi. Tant pis, on a Fire and Ice, qui est une très bonne campagne avec beaucoup de Ouais. boulot. Mais bah, tu l'as fait jouer ou pas? Non, 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 un jour peut-être. J'ai fait jouer, alors j'ai envie de dire pratiquement tout, mais surtout de l'édition 3 et avant. Les scénarios de l'édition 4, j'avais acheté l'édition 4 à l'époque et bon, voilà. Alors, pour ceux qui ont touché au système, qui l'ont vu, là aussi, malheureusement, il était pas réussi. L'édition 5, je l'avais prise, bon, aussi comme soutien. Et puis, bon, pareil, on va pas, j'ai pas envie d'enfoncer le clou du cercueil, donc je vais pas forcément parler en détail de la dernière édition, mais j'ai pas non plus accroché énormément. Mais par contre, les scénarios d'avant, il y avait vraiment une grande créativité, d'énormes, excellentes trouvailles. Ça a beaucoup plu. J'ai fait jouer plein de choses. Alors quand je te dis, ouais, une cinquantaine de séances ou plus, en fait, je prenais les scénarios officiels, je les faisais jouer les uns après les autres. Alors un ou deux que j'ai pas fait, celui qui se passe
celui lié au vaudou. Il y a une campagne liée au vaudou, Baron Baron Samedi. Samedi. Ouais, voilà, Baron Samedi. Le début, je n'ai pas réussi à bien me mettre dedans, donc c'est dans celle qui me resterait à faire un jour, hein, pourquoi pas. Je t'avoue que moi, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'INS, quoi. C'était vraiment, Baron Samedi est pas mal. Après, Ah, vu la thématique, ça change des enjeux. Ouais, je peux spoiler un peu. Enfin, Baron Samedi, ouais, bah, c'est de toute façon, avec Dragon. j'avais l'édition 3. Ouais. Ouais, voilà. Donc, tu as tout le côté. Est-ce qu'on va poutrer les amoureux? Est-ce que tu as comment on se positionne par rapport à la piote? Comment on essaye de la faire basculer dans notre camp? Il y avait le côté très mis en avant du non-manichéisme d'INS avec Mm. l'être humain qui est très neutre, mais à un niveau divin d'un gamin qui n'a pas encore choisi. Et je l'ai fait jouer, il n'y avait pas que des garçons, c'était un groupe mixte. Et du coup, c'était très sympa. Ça n'a pas été forcément les filles qui ont été le plus dans la maternité. On avait un ou deux gros papas, tout. Oh le bébé, on va bien s'en occuper. Enfin, du coup, ça a été des bons délires roleplay, quoi. Après, c'est peut-être mieux de le jouer avec des gens sensibilisés à la question du c'est quoi avoir un gosse, quoi. Parce que Mm. elles n'ont pas le même positionnement. Sinon, enfin, je pense que je l'aurais fait jouer à 15 ans. C'était qu'est-ce qu'elle nous fait chier la môme, quoi. Tu vois, Oui, choisis notre camp, oui, on tape dessus, forcément. quoi. Oui, oui, bah, forcément, ça change. C'est obligé que ça change notre perception, hein. Mais oui, puisque tu dis sur les joueuses, oui, ça me fait penser que il y a encore des fois le cliché un peu de bah, la petite joueuse dans un groupe de joueurs, elle va jouer un personnage tout mignon, on va la préserver. Et là, c'est jamais joué j'ai envie de dire avec des filles, avec des dames, quoi. Enfin, je dirais, il y en a plein qui sont hyper bourrines. Ça se cannelle, quoi. Il y a pas de problème, quoi. Je veux dire, moi, les plus grosses brutes que j'ai eues à ma table, c'était des filles. Je fais régulièrement jouer en mixte. J'ai eu des fois des tables constituées uniquement de filles. Et c'était, ouais, il y avait aucun souci là-dessus, quoi. Ah ouais, ça va très loin. Même au niveau sexisme, du coup, en plus, toi, on est entre garçons et filles, et du coup, les garçons n'osent pas trop se lâcher, et quand les meufs se lâchent, Oui, ouais. mais t'as tout le monde qui est là, genre, elle va pas faire ça, elle fait ça, mais mon Dieu! Ouais, c'est vraiment excellent là-dessus de jouer avec des filles enfin, ouais, qui se lâchent un bon coup, ça. Les joueuses vont super loin, quoi. Et là-dessus, d'ailleurs, alors bon, ça me dire pas de rapport direct, mais j'ai fait jouer dernièrement, bah, quand j'avais fait jouer typiquement Coureur d'Orage, quand je le playtestais il y a quelques temps, encore, eh ben, j'avais une table où tous les joueurs, bah, là pour le coup, c'était que des gars. Et d'habitude, c'était tout le temps, chacun de ces joueurs, je les avais déjà eu dans d'autres tables, où c'était des extrêmes, c'était toujours les plus choquants, les plus outranciers. Et c'est passé un truc rigolo, c'est qu'en fait, ils ont été hyper soft toute la campagne. C'est-à-dire que j'ai mis en gros que des extrêmes ensemble, et je sais pas si les contraires s'annulent, tu vois, mais j'ai eu une campagne hyper soft, très sympa, avec beaucoup d'implication de la part des joueurs. Bon, au niveau du contexte, on partait sur un truc très très bien, l'éveil des Seigneurs des Runes, qui est voilà, plébiscité par plein de monde, mais pour le coup motorisé en coureur de rage. Et ils se sont impliqués. Alors, voilà, t'as toute la connaissance du village de Point de Sable dedans. T'as tout un village qui est proposé comme base des personnages où ils peuvent tisser des liens avec les PNJ. Ils ont tissé de vrais liens. Ils ont mis en danger leurs personnages pour aller en sauver d'autres. Voilà, c'était et à la base pour des joueurs qui étaient plutôt dans le vulgaire et plutôt tout le temps dans la démesure. Et là tout le contraire. Très sympa. Ah ouais, bonne expérience, puis bah, tant mieux pour eux, parce que enfin, je ne gâcherai pas la campagne, mais vu la chute, heureusement qu'ils ne sont pas tombés dans le vice. Ah, je manque de subtilité à un Alors, point. ça roule. C'est clair. Et du coup, tiens, tu disais l'autre que tu n'as pas joué à INS, mais ah merde, la campagne avec Belette, là, je crois que c'est Rigor Oui, Mortis. oui, alors qui est un peu, alors je sais plus si c'est Rigor Mortis ce titre, mais oui, une vieille des premières éditions où tu es dans le monde du cauchemar là, c'est ça Ouais. Ouais, alors celle-là, je l'ai fait jouer pas mal de fois, j'aimais bien, mais elle a un petit peu déçu certains de mes joueurs dans le sens où il y a des bonnes idées, il y a vraiment de bonnes idées. Tu as plusieurs scénarios qui sont très différents les uns des autres. Alors je te dis ça de tête, hein, j'y ai pas touché depuis 10 ans, mais par contre, tu t'attendais, enfin, mes joueurs, en tout cas, une partie d'entre eux s'attendaient à un monde de cauchemar. En plus, je crois que c'est qui rappelle Lovecraft. Et à la place, ils ont eu des squelettes, des zombies et des loups-garous, quoi. Donc, c'était pas ce que ça nous évoquait Lovecraft, si tu veux. Donc, c'était quand même très sympa. Il y a plein de bonnes idées, mais il y avait un petit décalage par rapport à ça entre la proposition qu'on avait perçue et puis ce qu'on a eu réellement. Ouais, à cause, enfin, vu l'implication de Monsieur H, putain, j'essaie de pas spoiler, ouais, effectivement, on s'attend à avoir des tentacules, ça nous vend du Cthulhu, puis finalement, le poteau rose n'est pas là où on l'espère.
Ouais. Bah, moi, du coup, les joueurs étaient plutôt contents parce qu'en Ouais, plus, moi aussi, on faisait de l'ADC, donc toi, ils s'attendaient à tomber dans de l'ADC et puis ils étaient là-dedans. Mm. Mais ouais, ça peut être une déception, je pense. Ça dépend vraiment de la table. Et puis, d'ailleurs, ADC, tu as tâté de la tentacule ou pas? Alors, oui, oui et non. C'est-à-dire que j'ai jamais mené à l'appel de Cthulhu, mais je me suis toujours mis un petit peu à côté. Donc, j'ai mené du Cthulhu Game Show. Cthulhu Game Show, donc c'est un autre système de jeu. Enfin, toi, tu connais sûrement, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous regardent, c'est un autre système de jeu plus dédié à l'enquête, avec une forme de réussite automatique. Tu obtiens les indices automatiquement en baissant certaines jauges. Bon, ça n'a pas plu du tout à ma table. J'ai pas été non plus complètement convaincu par le système, même si je lui reconnais vraiment pas mal de qualités. Et je garde le bouquin parce que je le trouve hyper inspirant. L'ouvrage Cthulhu Gumshoe, chaque fois que je le feuillette, j'ai tout de suite, ils ont vraiment bien retranscrit l'ambiance, je trouve, et je suis tout de suite dans l'ambiance de Cthulhu. Mais du coup, j'ai aussi donc des plus à côté. Je vais avoir du Hartung Cthulhu qui est du Savage Worlds, très pulp, dans un univers de Seconde Guerre mondiale rappelant Cthulhu, mais on n'est pas du tout dans l'ambiance des écrits de Lovecraft. Et etc. Je vais avoir d'autres ouvrages de contexte en fait sur le mythe de Cthulhu, mais j'ai jamais animé proprement dit de partie de l'appel de Cthulhu. C'est un très bon jeu sûrement, mais j'ai Ok, ok. Bon, bah, enfin, moi, on arrête quand tu veux, hein, sinon, dans une demi-heure, je vais Parole. encore être à oh, tiens, Impeccable. alors, est-ce que ça t'a joué? Euh, Impeccable. Moi, pareil, je peux rester encore 2 heures comme ça, mais on peut arrêter. Je te remercie beaucoup pour tes super vidéos sur Kawaii Ah, et puis bah, pour cette interview. Merci beaucoup. je te remercie hein, pour moi, ma super bêta, c'était cool. Et puis, ouais, enfin, je dis ça parce que j'entends madame qui fait les casseroles, je sens que elle va manger sans moi, je la connais. Ça Et roule. puis, Bah, d'ailleurs, tu fais bien de mentionner la bêta. Du coup, toi, la règle d'engagement était, tu as mentionné un petit bémol là-dessus. Tu as bien fait de le faire. En fait, j'ai eu pas mal de retours allant dans le même sens. Mais à l'époque où toi, tu as eu la bêta, c'était pas encore clarifié et finalisé. Donc, j'ai bien clarifié cet aspect-là sur la règle d'engagement. Donc, là, pour moi, normalement, ça passe et ça tourne du feu de Dieu. Mais du coup, oui, c'était pas encore visible à l'époque où toi, tu as eu l'ouvrage. Par contre, ça l'est dans la version finale qui est actuellement disponible. ok. Bah, merci de ces précisions, puis d'avoir tenu Oui. compte du retour enfin, le mien, puis surtout celui de tout le monde, quoi. C'est vrai que bah, Ah toi, ouais, c'est agréable de ne pas retourner dans le vent. Puis voilà. complètement. J'ai revu l'agencement de certaines illustrations. J'en ai inversé de place grâce à tes retours. Je te remercie beaucoup. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça m'a été aussi utile. Merci beaucoup. Tu es dans les 50 personnes qui ont permis de contribuer à l'ouvrage et à faire ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi. Bah, du coup, bah, voilà, de toute façon, la chaîne t'est ouverte. Tu reviens pour ton prochain projet. Tu Et as gagné un puis, abonné déjà, donc ça roule. envoie tes joueurs, vas-y. Ah non, j'allais dire des conneries, mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est la grosse guerre pour YouTube pour qu'on raquette des abonnés. Mais honnêtement, c'est tellement du foutage de gueule vu le nombre de pubs qui balancent dans la Ouais, gueule des gens. ouais, ouais. Ouais, c'est un truc. J'ai regardé mes stats là le mois dernier, enfin le premier mois où j'ai ouvert les pubs. Il y a eu plus de 20 000 pubs passées dans la tronche des gens sur ma chaîne. Et ils me disent, tiens, t'as 12 euros. 20 000 pubs, 12 euros. Vous n'avez pas l'impression de nous prendre pour des. Toi, je me sens ubérisé par YouTube. Ouais. Je Foutage de- comprends. J'aime pas non plus la rigueur qu'ils appliquent aussi sur tous ceux qui. Alors toi, t'as pas le besoin forcément, mais pour toutes les chaînes YouTube qui ont besoin de diffuser des extraits de films, des musiques de films ou d'autres œuvres protégées par le copyright, je veux dire, tu peux même pas mettre 5 secondes d'un truc, pof, ta vidéo elle est démonétisée. Je trouve ça hyper sexe, parce que 5 secondes sur une vidéo d'1 heure, c'est pas ça qui empêchera les gens d'aller voir un film ou d'aller écouter le CD, quoi. Donc, ouais, je trouve aussi que c'est extrêmement strict. Mais bon, bah, c'est une plateforme avec une énorme visibilité. Donc, si tu migrais sur une autre, ce serait compliqué de faire migrer les abonnés. C'est pas. Tu perds l'accès aux gens, quoi. Puis si Mm, on en est mm, aux petites vilainies de YouTube, mais enfin, que les gens sont pas au courant, par exemple, ne serait-ce que j'ai même pas encore réussi à raqueter mes 12 boules, parce que mm, pour mm. pouvoir raqueter ces 12 boules, vu que YouTube c'est ricain, faut une déclaration aux impôts ricains. Putain, je suis en France, je fais des vidéos vues que par des Français, et t'as les Ouais. ricains qui me demandent des justificatifs imposables pour leur système, quoi. Et puis pour 12 euros, je pense que c'est pas. Enfin, oui, en plus. Ben, ouais, bah bon courage, du coup. Voilà, on s'en Là, fout. ouais. Les Mais ça va sous-titres, dans le sens de tout ce que j'entends sur YouTube, de toute façon. c'est-
Voilà, c'est pas la gloire et la prospérité, YouTube. Alors, En je tout cas, continuerai de te regarder avec plaisir. En tout cas, merci pour les découvertes que tu nous permets, que tu nous offres. Et puis, au plaisir de te c'est avec recroiser. plaisir. Puis bah, merci pour Kawaii. Allez, on va arrêter de se faire des petites courbettes. Moi, Complètement, j'étais voilà, content de c'est ça. t'accueillir. Et puis, tu reviens nous parler un petit peu de ton jeu quand il est un peu plus avancé. Et puis voilà. Et puis, si tu as un truc à envie de communiquer, enfin, viens, voilà, quoi. C'est une chaîne ouverte, hein, donc, tu viens quand tu veux, tout simplement. Complètement. Là, j'essaierai de maqueter d'ailleurs, on va dire les derniers petits teasings pour la fin, et puis on s'arrête là-dessus. Un scénario que j'avais rédigé il y a quelques années, qui avait gagné un concours de scénario, où le challenge que je m'étais mis, c'était un scénario Mario Bros. Donc tu commences, tu joues Mario et ses amis, quoi, et c'est enfin, amusant de commencer comme ça. Tu es dans un château, tu vas délivrer la princesse et tout. Et puis au bout d'un moment, ça bascule complètement. Tu découvres l'envers du décor, qu'est-ce qui se passe dans le monde champignon, etc. C'est jouable en 5-6 heures. Et ça traîne sur mon disque dur depuis des années. À l'époque, je ne savais pas utiliser les logiciels de maquettage. Maintenant, je sais. Donc je le diffuserai. Alors, pour des raisons de copyright, il sera diffusé gratuitement sur un maximum de plateformes, quoi. Et puis je te préviendrai à ce moment-là si tu veux. On attend le spécial Mario, sans souci. Ça Ça, roule. c'est du teasing. Moi, j'aime bien laisser le mot de la fin aux auteurs. Donc, un conseil, un truc, ce que tu as envie de dire. Tu as les derniers mots et je coupe après. Ça roule. Dans Kawaii, on n'en a pas forcément parlé, mais il y a, il y a aussi des notes d'humour distillées au fil de l'ouvrage. Alors, dans les jeux de mots, par exemple, dans les noms des Kawaïens, au-delà du fait que bon, ça peut être amusant, ça peut aider à l'ambiance, les jeux de mots aident beaucoup à mémoriser en fait les Kawaïens. Si je vous dis il y a un chassassin, vous voyez tout de suite que chassassin, bon, ça ressemble à un chat évidemment, mais c'est plutôt ténèbres pour le coup. Bah oui, c'est ça. Plutôt roublard, plutôt subtil. Donc les gens retiennent tout de suite en fait. Les notes d'humour aident beaucoup à la compréhension, enfin la mémorisation. Et puis elle récompense aussi le lecteur qui aura lu l'intégralité de l'ouvrage, c'est que de temps en temps, voilà, au milieu d'une page, il y a une petite vanne, une petite référence aussi à la culture populaire, vu qu'il y a des petits clins d'œil au Seigneur des Anneaux ou à d'autres œuvres, très très fins, mais disséminées un petit peu partout dans l'ouvrage pour ceux qui prennent le temps de le lire pleinement. Donc ça permet de récompenser les lecteurs les plus attentifs.